Bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous ce soir. Et ce soir, c'est une soirée de gala. Ce soir, nous allons recevoir quelqu'un qui a ouvert l'année 2022 le plus flamboyant, la plus flamboyante de l'année, la course. Ce soir, j'ai l'honneur et le privilège de recevoir Mathieu Jaminet. Bonsoir Mathieu, comment vas-tu? Bonsoir, bonsoir Alban. Bah, très bien. Et toi, comment ça va? Écoute, ça va très bien vu que tu es parmi nous, donc on va apprendre à te connaître et tu vas surtout nous faire découvrir la dernière course que tu as faite, mais aussi on va te découvrir par rapport à ton passé, on va expliquer aux amateurs, aux auditeurs qui nous regardent. Donc voilà. Mathieu, je pense qu'on t'a toujours fait cette question. Comment t'es venu le virus du sport auto? Honnêtement, bonne question. Moi-même, je sais pas trop y répondre. Ce qui est sûr, c'est que ouais, dans ma famille, on n'était pas vraiment sport auto. Personne est du milieu, que ça soit d'un côté comme de l'autre. Bien sûr, mon père regardait un peu la F1 dimanche, aimait bien un peu la vitesse, la moto, etc. Mais rien de concret. D'ailleurs, il était plus pour le foot que je pense que la voiture, mais ouais, c'est venu de moi-même. J'ai toujours été attiré par tout ce qui roulait depuis tout petit, vélo, trottinette, tout ce qui avait des roues, moto. Après karting, en grandissant, je me suis rendu compte que ça pouvait exister, et donc j'ai fait mal à la tête à mes parents pour un jour monter dans un kart, et c'est comme ça que ça a commencé. Ils m'ont ramené dans un karting, un petit karting location qui avait à côté de chez moi, pas très loin, quinzaine de minutes, et puis ça a commencé comme ça, quoi. L'homme range? Ça m'a tout de suite plu, et c'était Talange à l'époque. À J'ai commencé Talange. ça par un L'Homme Range en compétition, mais c'était à Talange, donc juste à côté de Thionville et près du Luxembourg, là où je suis originaire. On a commencé comme ça, karting enfant, j'avais 8 ans et demi, 9 ans, et ça m'a tout de suite plu, et donc du coup, on s'est laissé prendre au jeu, quoi. Tu les as eu à l'usure alors. Ouais, un petit peu, et après, bon, au final, ça leur a plu, et après, voilà, on a fait l'aventure ensemble et tout, donc ça, c'est cool. Exactement. Alors Mathieu, vu que tu as commencé à très tôt sur le kart, quel pilote t'a inspiré? Honnêtement, ça, aussi une question. J'ai jamais vraiment eu d'idole. Ou je suis pas quelqu'un qui vraiment idolâtre les gens ou qui regarde aux stars, etc. Bien sûr, je regardais voilà, Formule 1 avec mon père des fois le dimanche, vu que ça passait, etc. Et à l'époque, quand j'étais jeune, j'aimais bien Montoya. Je sais pas pourquoi, c'est juste il avait l'air d'être agressif, il se battait, etc. Donc c'est un pilote que j'aimais peut-être un peu plus que les autres, mais voilà, j'ai jamais vraiment eu d'idole, mais c'est sûr que dès le plus jeune âge, j'ai aimé regarder les courses, j'ai aimé regarder les bagarres, et j'aime regarder honnêtement tous les sports mécaniques, quoi. Ça s'arrête pas qu'à la voiture ou au karting, ça soit aussi à la moto. Je suis vraiment un grand fan de moto, quoi. Tout ce qui est un moteur, quoi. Tout ce qui est un moteur, ça me Et plaît. du coup, Montoya, t'as pu le croiser pendant Ouais, tes du courses coup, j'ai IMSA? déjà eu la chance de le croiser ouais, plusieurs fois avec l'IMSA. Avec l'IMSA, bah, il est souvent là et tout. Donc, il est plutôt relax hein, pour les gens qui le voient dans le paddock. Il se prend pas trop la tête et il est relax. Donc, ouais, c'est cool. Ouais, il passe la suite là, t'as vu, il y a le fiston qui arrive en plus. Ouais, le piston qui arrive, ouais, qui a l'air de rouler très bien. Je suis pas dans le détail, mais il a l'air de ouais, très bien rouler et tout. Donc, peut-être un Montoya dans quelques années en F1, encore une fois. Ouais, oui, peut-être. Mathieu, 223 courses, 46 victoires, 82 podiums. Pas mal. Pour un petit jeune, comme on dit. Ouais. Ouais, je sais pas ce que ça fait en termes de pourcentage, ouais, non, c'est pas mal, c'est pas mal. On aurait aimé en gagner plus, faire plus de podiums, hein, comme tout le monde. Hein. Il y a eu aussi des déceptions, mais non, dans l'ensemble, je suis quand même plutôt content de, de ma vie et de ma carrière jusqu'ici. J'espère qu'il y en aura encore quelques-unes qui vont s'ajouter, quoi. Mais non, mais dans l'ensemble, ouais, c'est quand même plutôt bien. En tout cas, je suis content sur ce qu'on a réussi à faire. Et oui. Et Mathieu, tu as commencé en kart. Donc, tes débuts en compétition, c'était en 2005-2006. Ouais, c'est ça. Et tu as performé direct, deuxième du championnat de France. Ouais, premier, ouais, on a fini premier ex aequo et pour une histoire de victoire ou de position, un autre pilote a été titré ma deuxième année directement. Et après en karting, ça a marché pas mal d'entrées et premières Est-ce que années, tu... j'ai fait ouais, 4 ans de karting. Ouais. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de rouler et tester en monoplace
très tôt, j'avais encore 14 ans. J'allais sur mes 15 ans et j'ai eu l'occasion de rouler en monoplace et faire des tests. Ça m'a tout de suite plu aussi. Et après, on a eu la chance de monter en F4 dès mes 15 ans, quoi. Donc, c'est sûr que ça fait jeune, mais Bah, t'as pas traîné en karting, hein, t'as fait 4 ans. ouais, au final, j'ai commencé tôt et à la fois tard. Hein, comme il y en a beaucoup qui commencent très, très, très jeunes, à 3, 4, 5 ans, ils sont déjà sur un karting. J'ai commencé à 10 ans, 10 ans et demi. Donc, voilà, 4 ans de karting. Commencé en régional, qui ensuite est monté en national et international. Et puis, voilà, rapidement la voiture avec la monoplace, quoi. Alors, ce step entre le karting et la monoplace, comment ça s'est passé pour toi? Je dirais que ça s'est fait naturellement. Je pense, j'ai eu la chance, voilà, avec l'Autosport Academy, qui organise toujours hein, les championnats de F4 et à l'époque la Campus, avant que moi j'y sois, etc. M'a offert un test donc sur le circuit du Mans pour découvrir et voilà, premier test, ça s'est bien passé, ça m'a bien plu. À ce moment-là, il rejoignait aussi les World Series by Renault pour l'année suivante. Il y avait quelques subventions et des partenaires qui étaient dans le championnat, qui soutenaient aussi des pilotes. Donc l'un dans l'autre, ouais, j'ai été rapidement soutenu et ça m'a permis de faire le saut en monoplace pour pas trop cher et au final pour un budget qui était plus ou moins similaire ou même moins cher que le karting à cette époque-là en tout cas. Donc voilà, j'ai saisi l'opportunité et au final la transition s'est faite naturellement. J'étais le plus jeune du championnat, mais dans l'ensemble ça s'est quand même bien passé et j'ai progressé au fur et à mesure de l'année. Et on a fini quand même l'année assez fort et tout. Donc il y 3 avait victoires, 6 podiums. ouais, il y a aussi quelques noms qui maintenant on connaît toujours, hein, qui étaient avec moi cette année-là et qui font toujours aussi du sport auto. Et pour un d'entre eux qui a été jusqu'en Formule 1, donc c'était une bonne promotion quoi, je pense aussi. Exact. Exact. Ouais, tu peux le citer hein, si tu veux. Ouais, c'est Stoffel Van Dorn qui a gagné le championnat à ce moment-là et qui a été je crois F1 quoi, avec McLaren. Donc Exact. il y avait quelques bons petits jeunes quoi. Oui. Mathieu, tu fais 2 ans de monoplace et après, tu passes directement en auto, en GT, on va dire, avec la RCZ, le championnat de France GT, et tu rechanges encore de monture. Donc, du coup, tu monoplaces, tu restes toujours sur 4 roues, mais c'est plus du tout le même châssis et tout ça. Donc, faut réapprendre encore. Ouais, bien sûr. Bah, à ce moment-là, le truc, c'est que voilà, j'aurais voulu aller un peu plus loin en monoplace, mais j'avais malheureusement pas de budget ou peu de budget. Et donc, voilà, c'était compliqué de ramener les fonds. Les pilotes roulaient beaucoup. J'ai pas fait, ouais, pas pu faire vraiment d'essais. Je faisais qu'un championnat. Les autres en faisaient deux, en tout cas, les mecs qui roulent devant. Donc, il fallait trouver un moyen de réorienter sa carrière parce que sans aide, c'était pas possible de continuer en monoplace, hein, ça coûte tellement cher. Et donc, il y a eu l'opportunité avec Peugeot, via Peugeot. Voilà, pareil, j'ai été invité sur un test. La RCZ qui sortait, c'était la première année à ce moment-là, nouveau championnat, et qui offrait en fait aux pilotes vainqueurs une bourse de 50 ou 60 000 euros, je ne sais plus, et qui devenait aussi soutenu par Peugeot, et ce qui permettait de passer en FFSA GT l'année suivante. Donc, c'est comme ça qu'on a bifurqué là-dedans pour l'opportunité. C'était un tout petit budget, donc on a pu réussir à réunir les fonds. Et je le savais aussi que si je gagnais pas le championnat, ça allait vraiment se compliquer. J'ai toujours eu un peu le couteau sous la gorge. Et là, c'était le cas. Il fallait vraiment que je gagne pour essayer de continuer à rouler. Donc, heureusement pour moi, ça a fonctionné. On gagne le championnat et ça m'a permis de faire une année de GT en 2013. Mais là aussi, pareil, pour continuer en GT après en 2014 et tout, c'était assez cher. Et donc, j'ai pris une année, un peu plus d'un an d'année sabbatique, parce que voilà, manquait de budget, manquait d'argent pour continuer. Donc, il a fallu voilà, rester à la maison, rester à l'école. J'allais à l'école, j'allais à l'université. Donc, je suis allé à l'école pendant un an et demi. Et après, on a réussi à trouver un deal pour venir en Cup, ce que j'avais déjà essayé de faire avant, mais j'avais pas réussi à réunir le budget. Donc, voilà comment la transition s'est faite, quoi. Exactement. Du coup, ouais, première année en RCZ, Veni Vidi Vici, tu gagnes. Et est-ce que quand tu es passé en championnat de France FFSA JT, c'est là que tu t'es dit, ok, c'est bon, c'est ma voie. Honnêtement, je pense, ouais, clairement. Honnêtement, même quand j'ai switché directement la RCZ, qui était une petite voiture, une petite berline, traction, etc., qui avait rien à voir avec ce que je connaissais, j'avais aucune expérience là-dedans. Je découvrais aussi les circuits français, je ne les connaissais pas.
Mais ça m'a malgré tout de suite plu. La voiture était sympa et ça correspondait à mon style. Au final, voilà, ça s'est fait naturellement. Après, j'ai découvert le GT grâce à ça. Et le GT, ouais, là, clairement, en plus, c'est des belles autos, quoi. On voit des Ferrari sur la grille, des Porsche, des Audi, des Lamborghini. Enfin, et à l'époque-là, il y en avait moins que maintenant. Et encore maintenant, c'est vraiment des autos magnifiques, quoi. Donc, je savais que c'était une voie où il fallait essayer d'aller. Et en plus de ça, voilà, ça me plaisait. Donc, à partir de là, c'était clair que je voulais essayer de me faire repérer par un constructeur pour aller en GT, quoi. D'où ton orientation chez Porsche. Voilà, exactement. Après 2013, j'avais déjà essayé de faire la Cup pour 2014. Bon, malheureusement, voilà, ça n'a pas pu le faire, mais j'ai réussi, voilà, dernier moment, une semaine avant la première course en 2015, avec Racing Technology et Sylvain Noël, on a réussi à mettre un deal en place et c'est comme ça que je suis venu à la Cup et qu'ensuite j'ai réussi à rentrer chez Porsche, quoi. Bon, là, on va dire que tu as eu une vraie voiture de course, une vraie GT. La Cup, on peut dire que ça commence déjà à être le step au-dessus de la RCZ. Ouais, Comment ouais. Après, je venais de la R8 parce que j'avais fait donc 2013 avec la R8, GT3. J'ai pas roulé un an et demi, je suis venu avec la Cup et honnêtement, les premiers tours en Cup ont été compliqués. J'avais pas roulé depuis très longtemps et je venais d'une voiture qui avait pas d'ABS, pas de poids sur l'avant. Enfin, c'était le premier test à Manicourt. Je suis arrivé, je pense, faudrait demander à Sylvain Noël s'il s'en rappelle, mais je crois que les deux premières séances de 6-7 tours, j'ai ramené deux fois les pneus au carré, quoi. Les pneus, je partais pneus froids, j'arrivais à Adélaïde, je mettais un peu de pression de frein et en fait, je bloquais tout et c'était une catastrophe, quoi. Et ils m'ont dit, bon, calme-toi, calme-toi. Et ils m'ont un peu expliqué. Et au final, à la fin de la journée, j'étais déjà quand même dans le coup. Et c'est la seule journée que j'ai fait avant la première course. Et voilà, comme ouais, c'est sûr que la Cup, c'était une petite GT. À l'époque, maintenant, ça devient vraiment proche d'une GT3. Les modèles, les exact. 12 et tout, maintenant, c'est vraiment des vraies bêtes de course et ça devient quasiment des GT3R, quoi. C'est impressionnant. Et à l'époque, c'était encore un peu moins, on va dire, extrême que maintenant. Et ouais, c'était sympa, petite voiture GT. Et au final, c'était la meilleure école. La meilleure école qu'on peut faire. Et ce que je dis à tous les jeunes, c'est de passer par la Cup, quoi. Ouais. Et du coup, première année, tu encore pas mal. 4 victoires, 7 podiums, dont une troisième place aux 24 heures de Spa. C'est pas mal. Course en ouverture des 24 heures de Spa. Oui, course d'ouverture des 24 heures de Spa. 24 heures de Spa, ouais. Ouais, bah ouais, très belle première année, surtout bah voilà, sans expérience dans la voiture. Et c'est réputé être une voiture compliquée et que c'est les pilotes expérimentés qui jouent devant. Je perds le championnat, il me semble, pour 2 points face à Maxime Jousse. Et voilà, sur la fin de l'année, honnêtement, on était quand même vraiment bien. On a gagné, bah, de tout le monde, j'ai gagné le plus de courses, on avait fait le plus de podiums. Donc pour une première année, c'était plus qu'espéré, plus qu'espéré. Non, super content d'avoir choisi ça. Et c'est aussi cette saison-là qui m'a permis d'aller à la sélection pour le junior programme pour l'année suivante, quoi. C'était pas Exactement. en 2015, je savais que je devais aussi performer. J'ai réussi à revenir sans argent, mais je savais aussi qu'il fallait que je performe et que ma seule chance c'était d'aller à cette sélection et d'essayer d'être pris parce que essayer de faire une deuxième année en Cup, sans doute ça allait être compliqué avec le budget, quoi. Du coup, bah, après, là, tu reprends encore un step au-dessus. La Porsche Mobile 1 Super Cup. Donc là, tu fais tous les Vedrido de F1. Donc tu rapprends tous les circuits que tu n'as peut-être pas vus auparavant. Et là, c'est pareil, hein, troisième au classement final. 13 victoires, 18 podiums. Et tu es champion de France aussi en Porsche Carrera Cup France. Ouais, 2016, c'était vraiment une belle année. L'année, je pense, qui m'a vraiment permis d'exploser, si je peux dire. Ça a été aussi un des rares moments dans ma carrière, je pense, où j'ai eu la chance d'avoir tout réuni avec, avec l'équipe qui me soutenait. J'ai pu faire des essais, ce que je n'avais pas vraiment pu faire avant. Et voilà, j'avais l'aide de Porsche, du coup, vu que j'étais pilote junior, donc j'avais le budget qui était réuni. J'ai pu faire 2 championnats, beaucoup rouler. Enfin, c'est vraiment l'année là où j'ai vraiment beaucoup roulé qui m'a permis vraiment, je pense, de passer un cap. Et ouais, on a gagné beaucoup de courses en Cup France, gagné le championnat. Et puis après, ouais, la Super Cup aussi, ça s'est bien passé. On aurait pu, sans un petit souci à mi-saison, on s'est fait disqualifier, etc. On aurait pu être champion au bout dès la première année et gagner le titre, on a gagné le titre rookie. Donc franchement, c'était
c'était top et c'est une de mes plus belles années en sport auto, je pense, l'année 2016 avec la Super Cup et la Cup France. Surtout la Super Cup, je dis en levée de rideau de F1, c'est des super beaux week-ends, des super beaux circuits. Les courses sont top et c'est vraiment un championnat où il faut être affûté vu que tu n'as que 30 minutes d'essai, 30 minutes d'essai libre, une qualif, une course. Donc si tu n'es pas là dès le début du week-end, tout de suite ça se complique, quoi. Et il n'y a que 2 points d'écart entre chaque place au championnat. Donc premier 20 points, deuxième 18, 16, 14. Donc quand tu as aussi un mauvais résultat, ben, tu le payes. Donc c'est vraiment un championnat de régularité et de vitesse. Donc c'est vraiment une bonne école et c'est vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment top. Tiens Mathieu, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça se passe pour intégrer le Porsche Junior Programme? Déjà, il faut être sélectionné par son championnat. C'est comme ça qu'on est emmené à la sélection. Donc ça, c'est directement les Carrera Cup de chaque pays qui choisissent et non pas l'usine. Donc dans mon cas, c'était la Porsche Carrera Cup France avec Porsche France. Ils avaient présélectionné 3 ou 4 pilotes. On passe des entretiens et après, voilà, c'est jugé aux nos performances de la saison. Et ils essayent d'envoyer le pilote le plus complet ou le pilote qui pense qu'il y a peut-être le plus de potentiel, qui du coup va à ces sélections. Dans mon cas, il y avait 12 pilotes qui représentaient la Cup anglaise, Cup Italie, le Brésil, les États-Unis, Canada, l'Australie, l'Asie avec la Chine et le Japon, plus quelques wildcards d'un peu partout, Scandinavie, etc. Donc c'est vraiment logiquement les pilotes à fort potentiel de chaque pays. Et après, la sélection se déroule sur 2 à 3 jours sur un circuit que personne ne connaît, idéalement. C'est toujours compliqué d'essayer de trouver un circuit où aucun des 12 pilotes n'a déjà roulé, mais c'est ce que Porsche essaye de faire. Et ça se déroule très simplement. Il y a 3 voitures sur place avec un pilote référence. Donc il y a un pilote déjà junior dans le programme. Quand moi j'ai fait la sélection, c'était Sven Müller qui faisait à ce moment-là la Super Cup et qui avait fini deuxième du championnat cette année-là, en 2015. Donc la saison a lieu fin 2015, fin de saison 2015. Et Vous voilà. étiez sur quel circuit? On était au Lausitzring. Lausitzring. Personne connaissait le circuit. Et en fait, on simule un week-end de course sur place, quoi. Donc en fait, on a essai libre 1, essai libre 2, une qualif et une simulation de course. Et en fait, ils nous font rouler du coup seuls sur les 3 voitures en même temps, mais avec des espaces sur le circuit pour pas qu'on ait de trafic. Et donc voilà, on roule tout le monde avec les mêmes conditions, avec les mêmes pneus, etc. Tout le monde a la même voiture et le pilote référence teste les 3 voitures. Donc on ne peut pas dire oui, j'ai une mauvaise voiture ou quoi. La sélection, elle est ultra fair play, quoi. Et à la fin des 2 jours, en fonction de la performance qu'on a montrée, et des entretiens qu'on a eu aussi avec les dirigeants de chez Porsche, les gens du marketing aussi, des médias et coachs sportifs, ils sortent un nom. Et c'est comme ça qu'il nous appelle un matin. Moi, il m'avait appelé un début d'après-midi et c'était oui, bonjour, c'est Porsche, tu as gagné la sélection. Est-ce que tu veux toujours venir dans le junior programme? Et voilà, quoi. Voilà Ouais. comment que ça s'est fait. Et vous rouliez sur des cups? C'était sur une Cup, exactement. Donc c'était sur une G3 Cup qu'on connaissait tous, qu'on roulait du coup dans notre championnat. Voilà. Et c'était, il me semble, en plus 3 voitures neuves. Donc ils font vraiment ça, 3 voitures neuves qui sortent de l'usine. Tester plusieurs fois dans la journée par le pilote référence pour toujours avoir des chronos en fonction de l'évolution de piste, etc. Donc c'est assez, c'est pas assez, c'est même très très bien fait, quoi. C'est même très bien fait. Je pense que c'est les seuls aujourd'hui sur les dernières années et encore à l'heure actuelle qui font une sélection aussi juste, je dirais, qui donne la chance à autant de monde et aussi régulièrement vu qu'il faut rentrer un pilote chaque année. Et ça c'est quand même très rare pour un constructeur. Et oui. Et donc Mathieu, 2017, bah là maintenant, c'est le petit patch qui va bien, Porsche Junior. Et c'est là que tu attaques ta carrière, on va dire, un petit peu plus internationale. Parce que là, tu vas pas t'exiler, mais tu vas t'exporter. Tu vas aller taper un peu dans l'IMSA. Tu vas faire les 24 heures de Dubaï. Tu fais du Blancpain. Tu fais du VLN, la DAC. Tu fais les 24 heures de Nürburgring. Daytona, tu as déjà commencé Daytona. Et sur cette saison-là, tu as fait 29 courses, 6 victoires, 9 podiums. Sur cette saison-là, c'est laquelle qui t'a le plus emballé? Quel championnat t'a plus emballé? Parce que comme tu découvrais tous les championnats,
Ouais, après, la première chose qui m'a surpris, c'est que bon, j'avais déjà voyagé un peu, mais à partir de 2017, à partir du moment où je suis passé Porsche jeune professionnel, à ce moment-là, j'étais plus junior, c'était jeune professionnel. Hmm. Commencé le GT, donc déjà nouvel environnement, enfin coéquipier, etc. Mais j'ai commencé surtout à beaucoup voyager, donc j'ai commencé à aller aux États-Unis, j'avais pas vraiment l'habitude, j'ai fait Dubaï, j'ai fait un peu des piges dans plusieurs championnats, mais après en championnat complet, je faisais la DAC GT Masters. Et tout de suite, en tout cas, ce qui m'a plu, c'était l'IMSA. J'avais fait 2 piges avec Kota et Détroit. Détroit circuit en ville, c'était top. Et honnêtement, les 2 piges, j'avais pas fait Daytona encore à cette époque-là, 2017. J'ai fait 2018, mon premier Daytona. Et tout de suite, l'IMSA, ça m'a plu pour le type de course et la façon de voir les choses. C'est assez détente, tout est ouvert. Pour ça, les Américains, quand même, ils savent faire pour les fans et pour le show, donc ça m'a tout de suite plu. Et après, voilà, je faisais quand même la DAC, et la DAC, c'était aussi vraiment un top championnat avec un super niveau. Pour débuter en GT, c'était quand même du sprint aussi, donc ça se rapprochait de ce que je connaissais avec la Cup. Donc j'ai fait un peu de tout, j'ai fait les 24 heures de Nürburgring aussi, j'ai découvert du coup le Nordschleife cette année-là. Alors, En GT3, c'est comment la Nordschleife pour un petit jeune qui la voit la première fois? c'était bien. En fait, ma première qualif fait la pole au Ouais. VLM. Et c'est la seule pole que j'ai fait depuis. C'était ma première course et depuis j'ai roulé, hein, mais j'en ai pas refait quoi. Mais ouais, c'était top, vraiment découvrir le Nordschleife. Et là, c'est là que tu te dis bon, là, c'est quand même vraiment, vraiment le top de ce que tu peux faire en GT. Après, je pense que tous les pilotes le disent, hein, tous ceux qui font les 24 heures et qui roulent au Nordschleife, c'est niveau plaisir et intensité, c'est unique quoi. C'est vraiment unique. Donc, belle découverte aussi, les 24 heures Nürburgring. Et donc, ouais, comme tu disais, ça a fait pas mal de courses entre les États-Unis, l'Europe, à gauche, à droite. Et ça a été une bonne année au final. Ça a été une bonne année dès le départ. Je me suis assez bien acclimaté au GT, roulé avec des coéquipiers, différentes équipes et tout. Ça a été bien tout de suite, quoi. Et ça m'a tout de suite voilà, plu et je me suis senti dans mon élément, quoi. Tu confirmes en 2018, tu as à peu près le même programme. Ouais. Toujours les 24 heures du Nürburgring qui te fuient. Tu n'arrives pas à le gagner celui-là? Ouais, ouais, bah, j'ai pas. Là, je suis pas au point de gagner, j'en suis au point de terminer. Pour l'instant, Voilà. pour l'instant, j'en suis même pas encore essayé de gagner. C'est Nürburgring, déjà, quand tu termines, c'est déjà une petite victoire. 2017, tu dois avoir en panne dans le tour de formation. Donc, ça, c'était compliqué. 2018, on partait deuxième. C'était plutôt pas mal, mais avec coéquipier, on a eu, dès les 2-3 premières heures, on a eu deux incidents avec des petites voitures, des contacts. Donc ouais, pour l'instant, Nürburgring, ça me sourit pas trop, quoi. On a été Mais, proche en 2019, mais là aussi, c'est tombé en panne. Donc, mais Mathieu, en 2018, tu as ton premier titre majeur. ouais, C'est là que tu gagnes la DAC. Donc la DAC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le championnat GT allemand. ouais, exactement. Et pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder les courses et à suivre le championnat parce que c'est un championnat hyper difficile. Je pense que c'est le championnat sprint GT dans le monde le plus dur. Honnêtement, aujourd'hui, il faut le dire clairement, les grilles GT Master, c'est les bagarres et les courses qu'ils ont données sur les 5-6 dernières années. C'est le niveau le plus relevé dans une série sprint. Donc ouais, on a gagné le titre. En plus, pour la dernière année de la voiture, Porsche avait plus gagné le championnat depuis, je crois, 10 ans à ce moment-là, plus d'une dizaine d'années. Donc, c'était vraiment un beau championnat. Ça s'est joué aussi à la dernière course. On a gagné pour 1 point ou 2 points. Enfin, c'était serré jusqu'au bout. Et dès ma deuxième année en GT, avec vraiment une petite équipe, Herbert Motorsport, mais qui sont vraiment des gars vraiment géniaux et une des plus belles équipes que j'ai faites. C'était vraiment cool. C'était Alors vraiment une belle année. ça se savoure ce premier titre. Ouais, bien sûr, ça se savoure, hein, ça se savoure, surtout qu'il fallait la bagarre aussi, hein, c'était le championnat, c'est vraiment la bagarre. On va aussi au contact, hein, en GT Masters, donc ouais, c'était vraiment une belle victoire et ouais, j'ai bien, bien savouré, ouais, carrément. Et 2018, Mathieu, tu as encore un gros programme. Hein, tu fais à peu près trentaine de courses, mais tu reviens en France pour faire Le Mans.
Non, Le Mans, pardon, c'est en 2019. 2019, Le Mans. 2019. Tu fais le championnat IMSA sur les deux catégories. Tu commences en GTD et tu passes en GTLM. Oui, j'ai commencé l'année, donc j'avais fait Daytona et Sebring avec Wright Motorsport. Donc, commencer l'année, ouais, Daytona Sebring avec eux en GTD. Premier Daytona, premier Sebring. Dans les deux cas, pas trop chanceux. Même premier Daytona, je m'en souviendrai, vu que la voiture elle était dans le mur avant le départ de la course, donc autant en tour de formation avec mon coéquipier. Donc, on a fait un châssis en sortant des stands. Donc, on s'en souvient. Ça, c'est difficile de l'oublier, mais ouais, je commençais en GTD et fini en GTLM. Ça aussi, c'était clairement un objectif, c'était de rouler en GTLM. Et après, après le titre en GT Masters, Porsche m'a proposé et m'a invité à un test aux États-Unis avec la RSR parce qu'il y avait un clash de date entre l'IMSA et le WEC. Donc, il manquait de troisième pilote sur notamment la voiture à 912 avec Vantore et Bamber. Et du coup, voilà, je suis allé aux essais. J'ai découvert la voiture parce que j'avais jamais eu la chance de rouler sur la RSR. J'ai découvert la voiture, découvert le circuit. Et ça s'est dans l'ensemble assez bien passé. Et donc, ils m'ont donné en fait l'opportunité de faire la dernière avec eux, faire le troisième pilote et rouler avec Vantore et Bamber. Et donc, découvrir la catégorie, découvrir la RSR. Et honnêtement, c'était cool, hein. C'était vraiment Ouais. cool. GTLM, Alors, c'est GTE, quoi. C'est belles courses, belles voitures. Les pneus, ils sont sympas. Donc, en plus, c'était Road Atlanta, Petit Le Mans. C'était une très belle course. ballonné. Circuit, voilà, c'est un truc de fou. Donc, ouais, c'était une belle première. Belle Et première. alors, Mathieu, t'as goûté aux deux. Laquelle t'a plus séduit? La GTE ou la GT3? Ouais, c'est une question difficile à répondre. Bon, j'ai beaucoup plus d'expérience en GT3 qu'en GTE. J'ai connu du coup la RSR 17. Maintenant, on est la RSR 19. Après, bon, c'est difficile de comparer vu que le moteur n'est pas placé tout à fait au même endroit. C'est pas tout à fait les Exact. mêmes pneus non plus avec des pneus Michelin confidentiels dans ces championnats-là. Et voilà, c'est des voitures construite par l'usine, pour l'usine, avec des pilotes d'usine, dans des programmes officiels. Donc, forcément, je te dirais que ça m'a vraiment bien plu en GTE. Après, c'est pas tout à fait comparable, hein, parce que les budgets, on parle du simple au double, au triple. Donc voilà, mais c'est sûr que ouais, la GTE, c'est une voiture, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est des mini protos presque, hein, maintenant, les GTE. Donc, T'as pas trop mal aux oreilles? non, non, ça va. On a eu des petits soucis, on a eu des petits soucis chez Porsche avec Les échappements? le bruit. Avec le bruit, mais on a fait faire des écouteurs spéciaux. On avait des cagoules aussi avec des coussins après par-dessus sur les oreilles pour essayer de calmer le bruit. Et c'était surtout la fréquence en fait de l'échappement qui faisait qu'on pouvait avoir des problèmes à l'oreille et pas se sentir bien, avoir des mal de tête, etc. après. Mais on a réussi à résoudre le problème. On a réussi à résoudre le problème. Il y a quelques petits artifices, ça a été. Ouais, à l'extérieur, quand on la regarde passer, c'est plaisant, mais quand on est à l'intérieur, c'est peut-être pas plaisant non plus, quoi. Ouais, non, ça va honnêtement. Quand on avait après, je te dis, on avait des écouteurs spéciaux qui marchaient vraiment bien. Et au final, on n'entendait après plus le bruit vraiment très très fort. Et c'était comme une autre voiture, quoi. Mais c'est sûr que ça peut, si c'est trop fort, ça peut ne pas être plaisant et me dérangeant, quoi. Donc 2018, c'était ta plus grosse saison, tu avais 33 courses. Et là, en 2019, Mathieu, le Daytona te sourit, tu fais le podium. Voilà. Tu fais aussi deuxième en... Non, tu fais pas deuxième, c'est l'année prochaine. En blanc-pain, tu es sixième, si je me de mémoire. Et ensuite, tu fais quelques piges en IMSA, toujours le Nürburgring qui te poursuit. Et tu fais un peu plus de VLN. Ouais, 2019, j'ai voulu aussi changer parce qu'à partir du moment où j'ai gagné le GT Master, je me suis dit, bon, bah, je veux découvrir le blanc-pain à l'époque, maintenant que j'étais World Challenge Europe, mais le blanc-pain. Donc je me suis dit, voilà, je vais essayer de me tourner aussi plus vers l'endurance, prendre de l'expérience en endurance. J'ai été bah, du coup confirmé pour 2019 troisième pilote en IMSA à GTLM, donc du coup ça c'était top et je voulais plus me diriger vers l'endurance. On avait aussi une nouvelle auto qui arrivait avec Porsche, avec la GT3R, nouvelle GT3R, qui est bah, toujours la voiture d'actualité. Euh,
Et donc voilà, un peu de VLN, le Blancpain qui aurait pu mieux se passer si on avait eu un peu moins fait d'erreurs en tant qu'équipe. On aurait pu jouer, je pense, le titre, mais malheureusement pas. Malchanceux l'année-là, c'était où à Bathurst, on est en tête, la voiture aussi, problème technique. Nürburgring, comme tu dis, ça sourit pas. On était parti pour sans doute, on était deuxième, sans doute minimum faire un podium, mais très bien parti pour la gagner parce que malheureusement la Grello avait une pénalité. Et du coup, on était deuxième derrière eux. On allait récupérer la tête et aussi, on est aussi tombé en panne à 3-4 heures de la fin. Donc 2019, c'était une année un peu de déception, quoi. Il y a toujours eu il y a eu de la bonne performance un peu partout, mais ça a jamais trop concrétisé, quoi. Il y a eu le podium à Daytona, c'est sûr. Il y avait eu un podium à Laguna Seca aussi en intercontinental, mais ouais, c'était une année un peu pas de loupé, mais je veux dire d'occasion manquée, un peu de malchance sur l'année, quelques soucis techniques avec les voitures. Donc voilà, ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, on va dire. Mais par contre, Mathieu, c'était ton premier Le Mans. Exactement. Ça, Alors, par qu'est-ce que contre, ça fait, pilote c'était français? une belle année. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu de podium ou de victoire pour un premier Le Mans. Et surtout, ça a été en GTE Pro. Voilà, GTE Pro, top catégorie, que des voitures officielles, que des pilotes officiels. L'année-là, si je ne me trompe pas, ça doit être l'année la plus chargée, je pense, de l'histoire du GTE Pro. Il y avait 17 voitures. Il y avait 4 Ford, 4 Porsche, des Corvettes, des Aston Martin, des BM, enfin, je veux dire, Ferrari. C'était une grille de fou. Et on finit voilà, 7e pour deux rookies et demi, 3 jeunes dans une voiture. Sur la 4e voiture chez Porsche. Donc voilà, on n'a pas fait d'erreur, pas de pénalité, on a eu une course propre. On a eu un petit souci technique la nuit, on a perdu 10 minutes, mais ça nous aurait fait gagner une place. Je crois qu'on aurait juste fini 6e. Ça n'aurait pas changé grand-chose, mais ouais, top expérience. Et au final, ça a été mon unique Le Mans. J'ai pas eu la chance de retourner depuis, mais ouais, course exceptionnelle, hein. Enfin, les essais la semaine d'avant, après la parade et tout, c'est la pesée, etc. C'était vraiment une chouette expérience, quoi. Vraiment chouette expérience. Et on a envie d'une chose, mais c'est d'y retourner, hein. Donc, Et alors, l'ambiance quand t'es arrivé, il paraît que c'est une... Enfin, moi je l'ai fait. C'est une autre atmosphère que d'autres circuits. ah oui, non, c'est sûr. Après, honnêtement, sur toutes les courses de 24 heures, je trouve que sur les 4 grandes courses, elles ont toutes leur propre Leur saveur. atmosphère, Ouais. leur propre caractéristiques et spécificités et tout. Et c'est sûr que Le Mans, c'était cool. Et en étant français, ben voilà, c'est c'est la plus grande course, c'est celle que tout le monde veut gagner, c'est celle où bah, tout le monde te soutient. Les gens te reconnaissent plus ou moins dans la rue. C'est la seule fois de ma vie peut-être de m'avoir reconnu dans la rue. C'est la semaine des 24 heures du Mans. On était parti boire un verre pour aller manger à midi ou je sais plus quel jour, un lundi ou un mardi avec Sven Muller et mon coéquipier. Et en fait, des gens à la table à côté, oh là là, c'est les pilotes de chez Porsche et tout. Enfin, c'était trop drôle, quoi. C'était trop drôle et ouais, Le Mans, pour le coup, ouais, c'était une bonne expérience. C'était top pour un Français devant le public. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait vraiment Petite pression supplémentaire? pas plus que ça, Pas honnêtement. plus que ça. Non, pas plus que ça. Et de manière générale, je suis assez détendu, on va dire, assez relax. Donc non, honnêtement, pas plus que ça. Je la prends comme une course comme une autre, quoi. Tu as fait quand même les 4 grandes courses des 24 heures. Si tu dois choisir une, je sais que c'est une question piège, tu prends laquelle Choisir une pour la gagner ou pour rouler? pour gagner? Ah, bah, pour gagner, je prends Le Mans, ça c'est sûr. Et pour Mais rouler, alors celle que tu as prise le plus de plaisir? celle pour pas gagner, je prends Le Mans. Celle pour rouler, je prends Nürburgring. Nürburgring. Ouais. Est-ce pas, non, pas. Oh, non, c'est sûr, c'est une très belle course et c'est top aussi. Mais je dirais que, bah, en finale des 4, c'est peut-être, s'il y en a une que je dois gagner en dernière, j'espère, si je les gagne toutes, si je peux choisir, j'aimerais que la prochaine, ça soit Le Mans quand même, ou Le Mans et Nürburgring. Bon, si c'est Nürburgring et Le Mans, ça va aussi. Mais Spa, ouais, je le mets un tout petit peu derrière dans ma liste. C'est une très belle course, le circuit est top et tout, mais Le Mans, c'est unique et Nürburgring, quand il pense, c'est toujours fou qu'on laisse cette course rouler, quoi. C'est Ah, dans un
Les rails sont prêts, quoi. Les rails sont prêts et les différences de voiture et de niveau entre la top classe et la plus petite, ouais, c'est fou. C'est fou. Et en termes de public, tiens, vu que tu as Comment? fait les quatre, en termes de public, c'est laquelle qui t'a donné un peu plus de feeling? Est-ce que tu dirais ça c'est génial, les gens sont sympas? Je pense que sympa. Le Mans, c'est sûr que c'était plus facile pour moi vu que je suis français et du coup tout le monde parle français, etc. Honnêtement, le public là où il est le plus fou, c'est au Nürburgring. Ouais. L'ambiance, c'est là où il est le plus fou. C'est le Nürburgring aussi, quoi. Parce Ouais. que quand on passe au milieu de la nuit dans la forêt, qu'il y a les barbecues, les feux, les fêtes, Il y a des les piscines des fois. bleus, il y a le déluge, ils sont torse nu dehors en train de faire la fête. Il y a qu'au Nürburgring qu'on voit ça, quoi. Donc honnêtement, ouais, Nürburgring, c'est exceptionnel, quoi. C'est unique. C'est vraiment, vraiment unique, quoi. C'est vraiment tout le truc fait que c'est Alors, unique. justement, quand tu fais le VLN, quelque part pour vous, ce sont des courses préparatoires à cette 24 heures. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Toutes les courses de VLN qu'on fait sont à chaque fois préparatoires pour les 24 heures, hein, que ce soit avant ou après. Quand c'est avant, bien sûr, on prépare les 24 heures ouais, pour connaître l'équipe, les coéquipiers, tester les pneus, trouver les réglages sur la voiture pour les 24. Et des fois, on roule quelques VLN en fin de saison. C'est en fait pour développer les pneus pour l'année suivante et pour préparer aussi les 24 heures au final l'année d'après, quoi. Donc en fait, chaque course de VLN où on voit les pilotes Porsche ou des Porsche rouler, pareil hein, pour Mercedes, Audi, hein, c'est toutes les marques. Hein. Quand on voit les gens rouler en VLN, au final, c'est dans 99% du temps, c'est pour préparer les 24 heures et il y a du développement derrière ça, quoi. T'as la ferveur pour le constructeur doit être terrible aussi là-bas. Ah bah bien sûr, hein, là on est dans le jardin des Allemands et des constructeurs allemands et Dieu sait qu'il y en a quelques-uns hein, avec Mercedes, Audi, Porsche. C'est la guerre et BMW, pardon, j'ai oublié BMW, c'est la guerre. Hein. C'est quatre gros du GT, c'est quatre gros du monde de l'auto. Maintenant, il y a aussi Lamborghini qui vient. Je crois que Aston Martin vient aussi cette année. Était déjà venu des années passées. Il y a de temps en temps une Lamborghini, enfin Ferrari. Les Glickenhaus qui viennent aussi. Donc, c'est une course énorme pour les constructeurs et c'est sûr que pour Porsche, c'est aussi important, je pense, que Le Mans et c'est une course qu'il faut absolument gagner, quoi. Eh oui. 2020, Mathieu, on se précise, on va arriver sur. Il y en a beaucoup qui trépignent pour la dernière course. 2020, tu attaques le GT World Challenge et là tu fais podium final, deuxième. Ouais. Tu refais de l'IMSA, tu refais à peu près toujours les mêmes programmes, IMSA, ADAC, VLN, Nürburgring et quelquefois tu te fais aussi les 24 heures series. 2020. 2020, t'as pas fait les 24 heures series où tu fais quatrième? Ah, où ça, si tu as l'info? C'est Dubaï ou Portimao, non? Ah, c'est Portimao, c'est 2000. Il me semble que c'est 2018. Ça. 2018, tu avais Portimao, il me semble que tu avais fait une 24 heures series où tu avais fini quatrième. Mais bon, Non. c'est pas grave. 2020, je pense pas, parce qu'avec le Covid et tout, il n'y a pas eu de 24 heures series 2020. 2020, hein, j'ai pas fait le GT Master, c'était 2021 aussi, mais ouais, on a fait le GT World Challenge, l'Intercontinental surtout, qui étaient deux programmes Oui. principaux avec l'IMSA, Daytona, ouais, deuxième, et là pour le coup, je roulais avec Lorenz, c'était la même voiture toujours, et cette année-là, on est passé très proche de la gagner, on était en tête encore à l'entame de la dernière heure. Donc voilà, deuxième à Daytona, ça avait bien commencé et la saison, voilà, c'était aussi une belle saison parce que je roulais aussi avec deux coéquipiers que j'apprécie beaucoup avec Matt Campbell et Patrick Pilet. Et on a fait vraiment une belle année ensemble vu qu'on a fait les deux championnats et on a fini malheureusement vice-champion en GT World Challenge Europe et vice-champion en Intercontinental. On a perdu les deux. Mais dans l'ensemble, on a fait quelques podiums, on a été très bien. J'ai découvert l'équipe GPX Racing qui était aussi vraiment une belle découverte et avec qui j'ai roulé par la suite en 2021 et que j'espère peut-être pouvoir rouler encore en 2022. Donc 2020, belle année aussi. Malgré le Covid, ça a été quand même une belle saison et ça a été plutôt cool, quoi, plutôt sympa. Et cette année, donc enfin, l'année dernière, pardon, 2021, où là, GT World Challenge, tu fais dixième, par contre tu gagnes au Paul Ricard, tu abandonnes à Monza et à Spa, et 13 et 10 à Catalogne.
Ouais, à Nürburgring, on abandonne aussi. On a fait 5 courses, malheureusement, on a abandonné 3. C'est ça qui a tué le championnat. Après, on a gagné une belle Paul Ricard pour les 1000 km du Paul Ricard. Après, c'est sûr qu'on espérait plus, hein. On avait fini vice-champion l'année précédente. L'équipe s'est renforcée avec GPX Racing qui avait switché pour ART, Art Grand Prix comme support technique. Ouais, dans l'ensemble, ça a été une année. 2021, ça a été réussi parce qu'il y a eu pas mal de victoires et très bonnes performances. Mais je veux dire, ouais, en GT World Challenge, ça a été un peu dommage parce que je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Et encore une fois, le titre est à notre portée ou au moins on aurait pu jouer jusqu'au bout. Malheureusement, ouais, entre Monza, on n'a pas eu de chance, de crevaison. Spa, malheureusement, un problème technique. Nürburgring, j'ai eu un incident, on abandonne. Donc, ouais, 3 abandons sur 5 courses. C'est mort, quoi. Mais au moins, voilà, une Ouais. belle victoire au Paul Ricard et à la maison. Donc, ça fait Et plaisir. j'y étais, c'est là que je t'ai rencontré. On s'est vu là-bas, d'ailleurs. Exactement. On s'est vu là-bas. Mathieu, du côté ADAC GT Master, tu fais deuxième, vice-champion. Ouais. Oberschleben, Red Bull Ring, Sachsenring et Nürburgring en victoire. Ouais. Ouais, très belle saison, honnêtement. GT Master, c'était super saison. Avec un coéquipier vraiment super cool, Michael Hammermüller, avec qui j'avais roulé déjà en GT Masters en 2017, ma première année. Et qui roulait fort en Porsche Cup Ouais. lui aussi, en Qui a Super gagné Cup. trois fois de suite la Super Cup. Donc très 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 bon pilote. Et avec une nouvelle équipe que j'ai découvert aussi, SSR Performance, qui a été la découverte de l'année, une des plus belles découvertes aussi que j'ai fait en GT, et sans doute une des meilleures équipes pour laquelle j'ai roulé en GT. Voilà, c'était vraiment vraiment bien. On loupe le titre pour, je sais plus, pour 4 points, je crois, quelque chose comme ça. Pas grand chose, hein, encore une fois, vice-champion. Je pense que là aussi, on a eu une ou deux fois. Voilà, c'est un peu de notre faute où on n'est pas titré à la fin, mais honnêtement, l'Audi méritait autant que nous. Et belle saison, on a gagné 4 courses. On est l'équipe de la voiture qui avons gagné le plus de courses. On a été aussi une des seules, je dirais, Porsche réellement compétitives. Donc, ça veut dire aussi, je pense, le boulot de l'équipe qui a été fourni a été vraiment colossal et faut vraiment leur tirer leur chapeau parce que j'ai été vraiment impressionné. Et ça, c'était vraiment, voilà, vraiment, vraiment une belle année, une belle saison et on a fait quand même pas mal de podiums et tout. Donc, ouais, il n'y a pas vraiment de regrets. Et 2021, quand même, dans l'ensemble, c'était top, hein. C'était quand même. Et en IMSA, donc du coup tu retraverses l'Atlantique, tu gagnes Sebring. Bon, tu abandonnes à Watkins Glen, tu fais deux podiums, à Lime Rock et à Long Beach. Et tu gagnes à Road Atlanta la dernière avec Cooper McNeil et Genre. le Matt Campbell. Matt Campbell. Exactement. Donc là, pareil, belle saison en IMSA là. Ah ouais, T'as bah ouais, fait. carrément. Carrément, c'est vraiment un souhait. Enfin, en tout cas, quand l'opportunité s'est présentée, je me pose la question, tu as un programme vraiment chargé, on peut te rajouter encore l'IMSA, quelques courses, GTLM, bon, ça avec Cooper, qui n'est pas un full pro non plus, hein, qui est un pilote argent, pilote silver, en face des Corvettes et des BM sur les courses d'endurance, donc c'était pas une mince affaire, et notamment ouais, le point culminant de la saison, ou en tout cas le plus beau souvenir, c'est sûr que c'est Sebring, quoi. Sebring, c'est sûr que c'est une que tout le monde veut gagner, et ouais, ça fait plaisir, quoi. Sebring, avec Cooper et Matt, c'était vraiment une belle course avec une équipe privée en face des usines. Ouais, Euh, WeatherTech, c'est l'usine, c'est l'équipe à. En compétition, et c'est l'équipe Proton Compétition fait le soutien technique de WizardTech Racing. Donc, voilà, c'est une équipe 100% privée et financé par WizardTech, le sponsor, et qui a rien à voir avec les moyens qu'on avait à l'époque avec Porsche quand c'était officiel, et beaucoup moins que voilà, Corvette ou BMW, qui sont les programmes d'usine, quoi. Donc, non, gagner Sebring, c'était vraiment, vraiment cool, quoi. Vraiment, vraiment top. Ouais, assez atypique Sebring quand même, hein. Circuit assez atypique. Pas trop fatigant. Ouais, bah, c'est un des circuits, je pense, qui est des plus physiques. Nous, on avait roulé avec Matt, il avait roulé quoi? Cooper, il avait roulé 1h45, plus ou moins, sur les 12 heures. Donc, ça faisait une bonne dizaine d'heures qu'il fallait rouler à deux. Donc, ouais, c'est assez physique. Et honnêtement, c'est un de mes circuits préférés.
Aux États-Unis, c'est tellement atypique avec toutes ces bosses, les changements de revêtements, il n'y a pas trop de dégagement, donc si tu fais une faute, ça pardonne pas. Et non, honnêtement, c'est vraiment un de mes circuits préférés. Je suis vraiment content de l'avoir gagné parce que c'est quelque chose que tout le monde veut avoir sur son CV. Et là, on a réussi à le faire. Donc, pour la petite équipe et pour la première en plus de la saison avec le team, c'était beau, quoi. Il y a Roman Didier qui nous dit n'oubliez pas le revival historique à Dubaï. Ouais, historique à Dubaï, ouais, Gulf historique, qui a été organisé par justement GPX. les personnes de chez GPX, que j'ai eu la chance de faire, et en partenariat avec Rebellion notamment. Et donc, je vous conseille à tous hein, d'y aller parce que vous allez voir des voitures magnifiques. L'événement, c'était exceptionnel pendant 3 jours. Donc vraiment merci à eux pour l'invitation et donc je vous conseille à tous d'y aller 25-27 novembre 2022 à Dubaï, deuxième édition et ça vaut vraiment le coup. Hein. Faites des vacances à Dubaï quelques jours et passez au Golfe historique, vous n'allez pas être déçus. Ouais. Bon, Mathieu, tout le monde l'attend. La Rolex 24. Alors, déjà, comment ça s'est fait que tu es signé chez FAF? Comment ça s'est fait? En fait, à l'annonce du GTD Pro, la saison passée, quand il y a eu les différentes annonces que ça allait remplacer le GTLM, moi j'ai toujours eu l'envie de rouler en GTLM sur une saison complète. Donc, quand il y a eu le GTD Pro, je me suis dit, voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie de découvrir. Le GT3, je connais bien, donc là-dessus, sur la voiture, il n'y avait pas de souci. Et j'avais toujours voulu un peu m'exporter aux États-Unis et j'avais fait que quelques piges chaque année et chaque fois ça me plaisait. Donc, je voulais absolument, absolument partir là-dessus pour la saison complète. J'en ai rapidement fait part à Porsche. Eux, c'était aussi leur souhait d'avoir au moins une voiture ou plus dans la catégorie. Euh, pour l'instant, on est tout seul, malheureusement, sur la saison complète. Je pense que s'il y avait pu faire plus, il l'aurait bien voulu. Mais en tout cas, ouais, ça s'est fait comme ça. J'ai exprimé le souhait. Eux, ils étaient vraiment réceptifs à l'idée. Ça leur plaisait bien. Et au final, au bout de quelques mois, ils ont pu réussir à goupiller avec les équipes. Et il y avait l'option avec FAF. Moi, clairement, je leur ai dit go. Je connaissais pas l'équipe, mais moi, je leur ai dit, enfin, voilà, faut y aller. Ils ont envie de le faire. Ils étaient contents aussi de m'avoir à bord et ils avaient gagné le championnat, ils venaient de gagner le championnat en GTD, donc voilà, a priori, il n'y avait pas de raison de dire non. Tu vas dans une bonne équipe, quoi. Donc c'est comme ça que ça s'est fait, hein. Ça s'est fait assez naturellement au final parce que Porsche a été tout de suite réceptif à l'idée. Et après, c'était plus de leur côté qui ont dû trouver une équipe pour faire rouler les pilotes, quoi. Alors, tiens, on a une question de Fred Houssard sur ça. Comment Porsche place-t-il ses pilotes dans les teams satellites? Est-ce que ça, tu peux nous éclairer? Ou Alors, c'est confidentiel? non, non, c'est pas confidentiel. Bon, en tout cas, si c'est confidentiel, je suis pas au courant. Mais pour faire simple, déjà les équipes peuvent demander des pilotes. Ça c'est clair et net. Hein. Il faut que les équipes ont leur mot à dire, qui financent une partie ou la totalité du programme en fonction des championnats, des teams, des voitures, etc. Donc au bout d'un moment, quand ils financent voilà, une bonne partie ou ils financent la totalité, c'est normal qu'ils puissent, en tout cas des teams ont des préférences sur les pilotes. Donc, ils demandent à Porsche est-ce que tel pilote est disponible? J'aimerais faire tel et tel équipage. Porsche dit oui, non. Porsche vient aussi vers les pilotes. Est-ce que ça, c'est possible? Ça t'intéresse ou pas? Ou en tout cas, avec moi, ils ont toujours été assez ouverts. Moi, j'ai toujours été assez ouvert avec eux. J'ai toujours essayé de pousser pour aller dans les programmes que je souhaitais faire. Et là-dessus, ils ont été toujours top et super cool avec moi. C'est que j'ai toujours un peu eu la chance de faire les programmes que j'avais envie de faire, les années que j'avais envie de les faire. Donc voilà, ils sont vraiment à l'écoute et c'est vraiment un échange entre les équipes et Porsche directement et seulement les pilotes viennent après où on nous dit voilà, vous allez rouler pour telle équipe avec tel équipage. Et c'est sûr qu'à partir du moment où on a une relation avec une équipe, forcément, il y a plus tendance à nous revoir souvent dans la même équipe parce que si ça se passe bien avec cette équipe-là, généralement, il n'y a pas de raison de changer. Voilà, j'ai eu la chance de faire GPX
en 2020, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en 2021 en fait, parce que c'est eux qui ont demandé. Moi, je voulais faire le championnat. Bon, bah, Porsche, ok, ben, tu retournes chez GPX, ça te va? Oui, bah, ça me va. Tout le monde est content au final. Le client est content, Porsche. Porsche est content, ils arrivent à faire des bons équipages, c'est une bonne équipe, ils savent qu'il y a le package pour gagner, donc c'est comme ça un peu que ça se goupille, quoi. Ah, c'est les rencontres avec les ingénieurs et tout qui font que bah, tu as du bon feeling avec et ça te donne envie de continuer avec eux. C'est aussi une Ouais, histoire bien, de complicité. c'est qu'une histoire de rencontre, hein, la plupart du temps. Après, bien sûr, des fois, tu arrives dans des équipes que tu connais pas, qui ne te connaissent pas. Après, c'est un petit monde, hein, le sport auto, donc ils ont toujours un peu des échos de certains pilotes qui roulent voilà, chez eux, des pilotes Porsche. Si demain, tu n'es plus là, qu'est-ce que tu mettras à ta place dans l'équipe? Tu aimerais qu'ils soient là. Donc, c'est un peu du bouche-à-oreille, des rencontres. Après, voilà, c'est à eux de négocier avec Porsche pour essayer d'avoir les pilotes. Et c'est comme ça, surtout, en tout cas pour les programmes à l'année, je dirais que c'est plus comme ça que ça se fait sur les one-shots un peu pour Spa ou Nürburgring ou quoi. Bon, bah là, des fois, ça se fait un peu Porsche, on fait un équipage, tenez, on vous met ces mecs-là ensemble. Là, c'est peut-être un peu moins facile pour les équipes, mais pour les voitures qui, dans l'idée, vont pour le championnat et essaient de gagner le titre, je pense qu'il y a vraiment un échange entre les patrons d'équipe et Porsche, quoi. Le pilote a quand même son droit de veto ou pas? Non. Non? Enfin, honnêtement, je sais pas. En tout cas, moi, jamais refusé. J'ai toujours eu la chance d'être dans des équipages sympas, dans les bonnes équipes et tout. Donc, je me suis jamais vraiment posé la question. C'est une bonne question, honnêtement. Honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je pense pas, quand même, parce qu'au final, bon, il est quand même payé pour ça. Donc, logiquement, toi, tu as un patron, tu suis ses ordres, Exactement. à moins que ce soit toi le chef. Mais logiquement, honnêtement, je pense pas, mais honnêtement, je sais pas. J'ai jamais été dans cette situation, donc je sais pas. Est-ce que les voitures sont similaires? Parce que tu as switché plusieurs teams. Est-ce que tu retrouves les mêmes sensations de conduite dans la voiture? Je dirais oui et non, parce que bah, toutes les équipes, je dirais, construisent les voitures différemment et en fonction de la voiture, comment elle est construite. Alors, même si ça peut paraître un peu bizarre pour les gens, on se dit oui, la voiture a une façon de la monter. Théoriquement, oui, mais des tout petits détails, et quelques millimètres ou dixièmes de millimètres par-ci, par-là, à gauche, à droite sur la voiture, ben, au final, ça, on le ressent et ça change le comportement. Donc, forcément, chaque équipe a sa façon de travailler, chaque équipe a sa façon de faire les choses, a aussi sa philosophie de réglage en fonction des ingénieurs. Et voilà, il n'y a pas qu'une seule recette pour que ça marche. Et donc, des fois, on a des feelings différents en fonction des voitures, en fonction des équipes. Mais ça n'empêche pas que ça fonctionne dans une voiture comme chez l'autre aussi, quoi. C'est un Du peu. coup, du coup, tu arrives chez FAF 2022, nouvel environnement, donc nouvelle voiture, nouveaux pneus aussi. Et bien sûr, tu es avec Mike Campbell, parce que vous vous suivez beaucoup, vous êtes souvent ensemble. Et là, tu découvres Felipe Nasr, qui lui sort du proto, du DPI, et qui s'installe bah, avec vous dans la GT3. Ouais. Alors, quel est le verdict? Ouais, ça a été pas mal de découvertes, hein, l'Aurore et les 24 heures Daytona. Première avec l'équipe. Honnêtement, l'équipe, aussi belle surprise. Vraiment, vraiment top. Équipe d'un bon niveau. Et honnêtement, ambiance dans l'équipe, les mécanos, ingénieurs et tout. Franchement, super. On avait aussi vraiment, vraiment bien préparé l'événement. C'est la première fois que je pense que je prépare autant, une 24 heures. Alors, on a eu autant de meetings visio pour préparer ça. On a passé quelques heures à discuter et à voir ce qu'on pouvait faire pour optimiser, essayer d'être prêt au maximum pour les premiers tours de roue de la voiture, les différentes options de réglage, etc. Et avec le courant avec l'équipe, très bien. Felipe qui arrive chez Porsche, qui va faire le proto, mais voilà, première année un peu transition, il va faire un peu du proto aussi à côté, mais Porsche je pense qu'il lui a dit va, t'es pilote Porsche, donc il faut aussi rouler dans une Porsche cette année et essayer de faire du GT. Et je pense que lui, il était assez ouvert, il s'est dit allez hop, pourquoi pas, moi c'est un challenge, je suis sportif, ça me fait pas peur et on y va, on fait du GT. Donc il s'est retrouvé avec nous. Honnêtement, je sais pas comment ça a été décidé ou comment ça a été fait. On nous a juste dit ouais, c'est Philippe Nasser qui roule avec vous. Nous, on a dit ouais, c'est cool et tout. C'est en plus un nouveau chez Porsche, on ne connaît pas, donc comme ça apprendra à le connaître, on apprendra à le connaître et tout. Et au final, il a bien fité dans le team.
Ouais, bonne surprise du chef, Et là. avec Matt et moi qui nous connaissons très bien depuis plusieurs années maintenant. Et voilà, on a découvert aussi un peu une nouvelle méthode de travail et une nouvelle un peu façon de faire avec Felipe, qui a quand même beaucoup d'expérience, qui a quand même fait un peu de F1, et après le proto et tout, donc expérimenté, et un pilote aussi sud-américain qui est brésilien, donc je pense aussi, ça c'est toujours intéressant vu qu'il vient voilà, d'une culture différente. Et tout. Donc, c'est non plus pas pareil. On a un Australien, un Français et un Brésilien. Sur le globe, c'est compliqué de faire plus espacé. Donc, on vient tous d'éducation et de milieux différents, cultures différentes. Et au final, ouais, on a quand même bien rigolé et ça a bien fonctionné, quoi. Ça a bien fonctionné dès le départ et c'est une belle La, ma- découverte. la mayonnaise a pris. La mayonnaise a pris, exactement. Alors Mathieu, on va pas parler de la bob, tout ça. On va juste voir avec les températures qui étaient fraîches, est-ce que vous, les GT, vous avez un peu subi la loi des pressions des pneumatiques imposées par l'IMSA? Est-ce que la voiture n'était pas plus maniable que quand vous l'avez eu pour les essais en plein jour, enfin en pleine chaleur? Bah, c'est sûr que la voiture était plus sympa la nuit à rouler que le jour. Après, je dirais que honnêtement, ça c'est un peu partout pour nous avec la Porsche. Généralement, la nuit, on est toujours bien. On sait que la fraîcheur, bah, déjà pour notre moteur, ça va mieux, comme pour tout le monde, mais sur la Porsche, ça fait un peu plus de différence, je dirais. Et avec les pressions, bah, c'est sûr qu'on avait un peu de dégradation avec les pneus, vu qu'on roulait quand même à très haut. Donc la journée, quand il y a un peu de soleil et tout, on dégradait quand même un peu les pneus. La nuit, avec les températures assez fraîches, ça nous a permis de garder les pneus dans un meilleur état, mais à l'inverse, quand tu es un peu dans le trafic et que tu roules pas complètement à fond et que tu es un peu bloqué, etc., ben, on se rendait compte qu'on perdait en température sur les pneus avant et qu'on commençait à avoir beaucoup, beaucoup de sous-virage et que fallait vraiment attaquer pour mettre les pneus en température et pouvoir les garder en température sur le relais complet. Donc ça, c'était une des difficultés. Et en plus des tours de sortie, vu qu'aux États-Unis, voilà, c'est un des seuls championnats encore dans le monde. Ça, c'est aussi quelque chose que moi, je trouve ça super et je trouve que ça doit être comme ça partout, sans cabane de chauffe ou sans couverture chauffante. Tu pars pneu froid, et vas-y, banzai. À Daytona, il faisait 3 degrés, on partait avec les pneus, il faisait 3 degrés. Pendant 2 tours, t'es sur la Ça glace. glisse, ça glisse. Pendant 2 tours, il faut faire du rallye, quoi. Mais ouais, je trouve ça vraiment cool. Je trouve ça vraiment cool. C'était sympa, c'était bien. Et au final, les pressions, ça a enfin, pour la mise en température, ça nous a aidé. Parce qu'il faisait tellement frais au final d'avoir des pressions hautes comme ça. À l'inverse, ça nous a plus aidé que si on roulait les pressions que tout le monde aurait voulu rouler. Je pense qu'il y aurait eu encore plus de sorties, plus de tête à queue, plus d'incidents en piste, en tout cas la nuit. Après, le jour, ouais, c'est juste qu'on dégradait, on glissait un peu plus, on dégrade un peu plus les pneus. C'est sûr que c'est pas hyper sympa, hein. Tu n'es pas à la balance de voiture que tu aimerais avoir et peut-être idéal, mais après, honnêtement, ça change Tu y as pas, quoi? ça change Tu y pas as- la face du monde et c'est pour tout le monde pareil. Et au final, voilà, on parle pas non plus d'un monde d'écart, hein. Donc c'était, non, ça a pas, en réalité, pour moi, ça n'a pas changé grand-chose. Tu t'y accommodes vite, c'est les deux premiers tours qui sont durs et après, Voilà. tu chopes. Au final, il faisait tellement froid que peu importe la pression, que tu es, je dis n'importe quoi, un bar 2 dans les pneus ou 3 bars, il faisait tellement froid que ça n'aurait rien changé, quoi. Parce que, en tous les cas, le pneu, il sort, il est dur comme du bois quand il fait 3 degrés, et la piste, elle est complètement froide. Donc, la pression à ce moment-là, elle ne fait plus rien, quoi. Ça change plus rien. Tant que les pneus ne montent pas en température, ça change pas grand-chose, quoi. Tiens Mathieu, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle catégorisation GTD Pro et GTD? Parce que maintenant, vous êtes quasi à armes égales. Avant, il y avait la différence entre le GTD et le GTLM. Et là, vous êtes tous regroupés. Et quand on voyait, nous, à la télé, les restarts, c'était le périph' à Paris en heure de pointe, quoi. Ouais, ouais, moi je trouve ça bien, je trouve ça cool. Et je trouve ça bien qu'ils aient fait pas qu'une seule catégorie GTD, mais qu'ils aient GTD Pro aussi, ce qui permet aux teams usines comme Corvette, BM de continuer à rouler, Ferrari voilà, de venir avec une voiture semi-officielle à Daytona, Porsche de mettre des équipages officiels, Lexus, etc. Donc franchement, ça c'est bien qu'ils aient fait cette catégorie-là. En tout cas, moi je suis pour. Et je pense que la course de Daytona a prouvé que c'était un bon début de championnat et je pense que dans l'année, on va voir encore de grosses, grosses bagarres en GTD Pro sur la saison complète. Et ensuite, ouais, le problème, c'est que. Enfin, problème, c'est pas un problème, mais les restarts, ça fait beaucoup de voitures.
et on est complètement à armes égales pour le coup. C'est exactement la même POP, c'est les mêmes voitures, c'est le même poids, il y a tout qui est exactement pareil. Donc ça fait, comme tu dis, c'est pire que le périph'. Hein. La nuit, j'ai vu des trucs, je me suis dit, oh là là, des fois, il fallait vraiment le mot d'ordre, c'est vraiment rester calme, essayer de passer au travers, parce que les pilotes, des fois, quand ils mettent le casque, ils ont tendance un peu à débrancher, et tu peux vite perdre le contrôle, et tu te retrouves vite dans des bagarres avec des GTD, mais toi, tu es en GTD Pro, donc faut pas oublier que tu n'es pas dans la même catégorie. Mais les mecs se battent avec toi comme c'était le dernier tour des 24 heures au milieu de la nuit. Tu n'es même pas dans la même catégorie. Donc c'est un peu compliqué, quoi. Un peu compliqué. Donc il faut savoir rester calme et laisser passer un peu la tempête. Et une fois que le jour est revenu, ça s'est quand même un peu calmé. Mais c'est vrai que la nuit, la nuit pour les restarts, c'était vraiment chaud, quoi. Il y a eu plusieurs moments dans la course où il faut aussi avoir de la chance, comme sur toutes les courses de 24 heures, où il n'y a personne qui te rentre dedans, où il n'y a pas d'incident, tu ne sois pas pris dans un incident, parce que des fois, tu es juste passager, quoi. Et que tout ce qui se passe autour de toi, c'est compliqué. Parce que tu parles du trafic entre GTD, mais il ne faut pas oublier que tu as les DPI qui vous poussent pour les dépasser, et vous êtes des fois un peu en bagarre avec les LMP3 aussi. Donc, parce que souvent, sur les restarts, nous, on a l'ABS, donc on freine très tard, et les P3, quand tu n'as pas, il y a quand même peu de pilotes pro qui roulent dans les autos. Donc quand tu as un peu les gentlemen qui sont dans les voitures et qui fait très froid la nuit, ils n'ont pas l'ABS, donc ils y vont vraiment un peu tranquilles, sauf qu'ils refont tous les restarts à chaque fois devant les GT, c'est la règle aux États-Unis. Et les pauvres, en fait, ils se font taper par des GT, ils se font doubler à gauche, à droite. Le problème, c'est qu'en ligne droite, ils vont un peu plus vite que nous, donc j'essaie de leur doubler, mais au freinage, ils se refont doubler. Enfin, c'est n'importe quoi, honnêtement. Et on le verra encore à Sebring, on le verra partout. Avec les P3, c'est compliqué. En IMSA, c'est compliqué, quoi. On se retrouve même à faire la course avec une catégorie, un truc qui n'a rien à voir, quoi. Mais on se retrouve à chaque fois à être en bagarre avec eux, surtout sur les restarts. Alors que bon, faudrait pas, mais le problème, c'est si tu réserves un P3, c'est une autre GT qui te double. Voilà. Donc en fait, tu n'as pas le choix, quoi. Donc tu te retrouves vraiment à attaquer, à mettre le gars sous pression et à prendre des risques avec une voiture qui n'est pas de ta catégorie pour en fait pas perdre une place dans la tienne au final. Donc, et du coup, toi, ton approche quand tu es derrière une P3, tu essayes de te montrer et en lui disant attention, je suis plus rapide, ou tu le considères comme une GTD et non, il faut quand même. Après, il faut toujours faire attention dans le trafic, hein, mais oui, en fonction de quand tu sais que quand tu vois que c'est pas des. Après, tu peux demander aussi à la radio, à l'équipe qui est dans la voiture dans les P3, donc tu sais si c'est un pilote silver, un pilote bronze, un pilote gold. Ça, nous, on a un bon système chez nous, là, chez FAF. Donc, en fait, on savait toujours qui était plus ou moins dans les voitures, en tout cas la classification des pilotes. Et donc, tu sais, s'ils te disent oui, c'est devant toi, c'est 3 voitures avec des bronzes, bon, tu sais déjà qu'au restart, tu vas attaquer et le pauvre, tu vas peut-être le malmener un peu, quoi. Il faut quand même faire attention de ne pas s'accrocher, mais sinon, tu perds trop de temps et surtout, tu as la meute derrière toi, tu as DGT, il y en a encore 15 autres derrière toi, donc si tu ne doubles pas, après, tu en as 5 qui te doublent, quoi. Parce que s'il y en a un qui s'infiltre, après, c'est à la queue leu et tu t'en sors plus, quoi. Donc, il faut savoir prendre des risques, mais les mesurer. exactement, on va dire mesurer et savoir qui attaquer et quand, on va dire. Parce que là, Mathieu, à Daytona, vous aviez de la place. À Sebring, ça va pas être la même. Ouais, après dans l'infield, honnêtement, à Daytona, c'est quand même assez étroit. Hein. Dans l'infield, c'est pas facile de doubler. Ouais, on se rend peut-être pas compte à la télé, mais c'est quand même assez étroit. Mais ce qui est sûr, oui, ce qui est sûr, c'est qu'à Sebring, ça va être la guerre. Hein. L'année dernière, j'ai fait les 2 derniers relais la nuit avec les restarts, les derniers restarts et tout. Et pareil, avec les GTLM, pour le coup, là, on roulait plus vite que les P3. Les GTLM, ça roulait un peu plus vite que les meilleurs P3. Là, les GTD, on roule les meilleurs P3 quand ils ont les bons pilotes dans les voitures, les pros. On roule quand même moins vite. On roule quand même 2 secondes moins vite, un truc comme ça à Daytona. Mais c'est sûr que là, c'est vrai que sur les restarts et tout, ça va être quelque chose. Hein. Et le problème, c'est qu'eux, ils peuvent pas toucher. Et le problème, c'est que nous, quand on touche leur voiture, généralement, on a les abîme un peu. Ouais. Ils n'ont pas trop de pare-chocs et tout. Et nous, bon, ça va, on a des pare-chocs et les voitures, elles sont un peu solides. Donc, des fois, il arrive qu'on. C'est les crevaisons, c'est les crevaisons à Daytona. Quoi. On a eu beaucoup de crevaisons cette année à Daytona. Honnêtement, j'ai pas trop vu. T'as pas trop vu. Nous, on a vu les DPI, ça tombait. Hein. J'ai trop suivi la course, pour être honnête, parce que on roule à 3 pilotes, donc on avait très peu de temps de repos, enfin quand même peu de temps de repos.
Et j'ai quand même roulé pas mal sur l'ensemble de la course. Donc, dès que je sortais de la voiture, j'essayais de faire vraiment kiné Petite et, sieste. et sieste et manger pas mal. Je suis un gros mangeur, donc j'aime bien manger. Petite sieste, manger. Et je suivais beaucoup en fait les chronos, le live timing, mais j'ai peu vu les images en fait. Donc, On arrive à se reposer quand on a l'adrénaline à toc, qu'on sort d'Harley, qu'on a bien bossé. T'arrives à te reposer tranquillement? honnêtement, ouais, moi j'ai pas de là-dessus, j'ai pas trop de soucis. Je suis toujours assez relax, soit dans la voiture ou en sortant. Donc, ouais, Ouais. généralement, j'ai pas trop de problèmes. Je suis assez détendu. À partir du moment où je me change, que je sois sec et que je mange, une fois que j'ai mangé, je peux dormir. Voilà, Une fois que j'ai exactement. mangé, je peux dormir. Une fois que j'ai le ventre plein, je peux dormir. Mathieu, c'est pas moi qui vais te poser la question. On va y arriver. C'est Monsieur Ali Vellard. Monsieur Jaminet, quel était votre ressenti vis-à-vis de votre bataille dans les dernières minutes face à Laurent Ventor? Merci. Si tu veux, on prend cette question-là, tu nous développes ces dernières minutes de Daytona, et après on prend toutes les questions du public, comme ça tu peux répondre aux Ouais. questions du public. Bah, ressenti, honnêtement, dans la voiture, je ressentais pas grand-chose. Pendant la bagarre, parce que j'étais tellement concentré à essayer de survivre, rester devant que ça a duré quand même, le dernier relais, il a duré 2h04, je crois, ou un truc comme ça, 2h05, 2h04, on a pris la voiture, j'ai pris la voiture, et Lorenz aussi. Et à partir de 1h59 avant la fin, il était déjà derrière moi, donc ça a été long. Ressenti, j'étais honnêtement pas plus stressé que ça. Et bizarrement, c'est ce que je disais à l'équipe, et même dans la radio et tout, quand on parlait jusqu'à les 20 dernières minutes, 15 dernières minutes. J'étais très relax, même on parlait, j'étais dans la bagarre encore et tout. Je discutais, enfin, on discute pas 10 minutes, hein, mais je veux dire, sur une droite, on me demandait des infos et tout. J'étais toujours assez détendu, j'avais toujours la sensation d'avoir le contrôle de la situation. Donc, et quand je voyais voilà, qu'il s'impatientait et tout, et quand tu te dis, bon, c'est bon, ça fait 20 minutes que je suis devant, 30, 40, 45, bah voilà, tu y crois aussi, tu te dis je vais aller au bout, ça va tenir, faut pas que je fasse d'erreur. Et bien sûr, tu es stressé parce que tu sais que tu dois pas faire d'erreur. À mon erreur, tu sais qui est devant, mais bon, tu te dis bon, pour l'instant, ça tient, il n'y a pas de raison. Si j'ai tenu 30 minutes, je peux tenir 1 heure. Si j'ai tenu 1 heure, tu te dis bah, je peux tenir 2 heures. Et puis, tu te dis que ça tient comme ça, quoi. En tout cas, c'est comme ça que je raisonne. D'abord, Chaque tour de ouais. gagner, bah voilà, je me rapproche doucement, je suis toujours devant et je sais qu'il est, et je le ressentais en tout cas, ou peut-être au visuel de quand on roulait, peut-être c'est une erreur, mais qu'il était peut-être plus le temps passait, plus il s'impatientait, ou plus il était en tout cas énervé, plus il avait l'air d'être sous pression. Et pour le coup, moi j'étais bien. Je me suis dit bon, pour l'instant ça tient, ça a l'air de tenir. Je me suis dit bon bah si je fais pas le con, ça va tenir jusqu'au bout. C'est ça que je me suis dit, ça va tenir jusqu'au bout. Il faut juste que je fasse pas d'erreur et je défende bien. Et si je défends bien, il n'y a pas de raison que je la gagne pas, quoi. Donc j'étais assez relax. Et là où j'ai commencé un peu à être un peu plus tendu, c'était voilà, les 10-15 dernières minutes où j'aurais dit à plus de radio parce qu'il parlait beaucoup. Et là, j'aurais dit bon, là, maintenant, il faut. C'est plus le moment de rigoler là ou de. Je me dis que s'il y a un moment, là, il faut pas, là, il faut vraiment pas perdre, quoi. Il faut vraiment que je me concentre. Il faut plus qu'il y ait de bruit et il faut que ça soit 1000% pour la défense et pour gagner, quoi. Une course de karting à la fin, parce qu'on voyait les pare-chocs, Ouais. c'était beau. Les Et, deux derniers tours épiques. maintenant, j'ai regardé le replay de la course. Vous en avez loupé. Parce qu'on n'a pas toujours été à la télé. Et on a été plus à la télé sur la fin, les 15 dernières minutes, dernière demi-heure, etc. Mais ça faisait 2 heures qu'on se battait. J'en avais déjà pris à partir de déjà 1h45 avant la fin, 1h30, je commençais déjà à en prendre. Donc, ouais, j'en ai pris pas mal. Et il y en a eu pas mal. Il y a eu quelques actions qui n'ont pas été vues à la télé, qui ont été assez chaudes aussi, assez chaudes. Et, bon, au final, c'est ce que tout le monde veut voir. C'était chaud, c'était à la limite. Des fois, peut-être un peu plus la limite, mais bon, au final, tout le monde parle de ça et tout le monde était super content. Et à la fin du compte, c'était une course de sport auto et il n'y avait rien de personnel là-dedans. Et avec Lorenz, il n'y a pas de souci. On s'entendait bien avant, on s'entend toujours bien maintenant. Et pareil, s'il avait gagné, bien sûr, c'est sûr qu'il y avait forcément un déçu. Ça fait forcément mal au cœur pour le perdant et l'équipe perdante, mais après, voilà, c'était que du sport, c'était la bagarre et il n'y a rien de, ouais, comme je dis, il y a rien de personnel, quoi. D'émotion ou de truc. C'était la course, on veut absolument gagner. On a tous été au bout du bout pour essayer d'y arriver, quoi. Et ce duel fratricide
dans la maison Porsche. Ils en ont pensé quoi, les dirigeants? Ils vous ont un petit peu chahuté à la fin en disant, enfin, quand t'as fait 1 et 3, il y a eu un petit briefing en disant, les gars, Ah, pas du tout. Normalement, il y a un briefing avant, c'est qu'il n'y a jamais un contact entre deux Porsche. Ça, c'est la règle. ouais, Bon, là, on frein quelques fois. Règle numéro un, on l'a barré, on l'a mis au marqueur, on a pris, on a déchiré, on a dit bon, c'est un autre jour. Mais non, mais voilà. Après, il faut pas oublier que voilà, on était pour des équipes clientes et il fallait se battre tous les deux pour notre, voilà, pour l'équipe qu'on défend, mais aussi pour Porsche et ensuite pour nous. Et là-dessus, il n'y a pas eu de consigne, je pense que ça s'est vu. Sinon, à un moment donné, ça serait arrêté. Donc ça, pour ça, il faut féliciter Porsche sur le fait que jusqu'au bout, ils ont pris le risque parce qu'ils sont non plus pas bêtes. Ils ont très bien vu que ça pouvait aussi mal tourner à 10 minutes de la fin. Et ils nous ont laissé faire la course jusqu'au bout, zéro consigne, et tout le monde nous a félicités. Au final, bien sûr, c'était très chaud. Comme voilà, comme tu le sais, ça aurait pu finir avec deux voitures en tête à queue et peut-être ça faisait 2 et 3 et voilà. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas. Et voilà, tout le monde chez Porsche nous a félicités tous les deux et même, même le Big Boss tout en haut. Donc c'est que au final, ça a plu à tout le monde et c'est aussi la meilleure pub que, à mon avis, on pouvait leur faire. C'était un show comme ça et au final, c'est la politique de Porsche. Nous, on essaye toujours de rouler à fond, de se battre. C'est pas la première fois qu'il y a des bagarres entre les Porsche. Et bon, là, ça a été peut-être à l'extrême, mais ça a toujours été la politique de la marque. Et une fois de plus, on a démontré. Et c'est justement, je pense, d'autant plus beau que deux pilotes de la même marque se battent jusqu'au bout et qu'il n'y ait pas de consigne. Donc ça, c'est. tu t'y attendais au bus stop à la dernière? Ouais, ouais, je m'attendais. Je le savais. Je savais. Ouais. Honnêtement, je le savais parce que on se connaît très bien avec Lorenz et je sais à quel point il voulait cette victoire. C'est la seule qui lui manque pour les 24 heures. Et des occasions pour gagner une 24 heures, que ce soit Daytona, Spa, Nürburgring ou Le Mans, il n'y en a pas 50. Et quand il y en a une, il ne faut pas la louper. Et ça, on en avait tous les deux conscience. Et on se connaît tous les deux très bien. Et on savait qu'on était tous les deux prêts, de toute façon, avec tout ce qu'il y avait déjà eu avant, avec tous les petits contacts, etc. On était tous les deux prêts quasiment à tout pour aller au bout et pour gagner. Et à partir du moment voilà, où je sais qu'il est encore derrière moi, on est dans le banking, il y a de la spi, il part à droite, je sais très bien que dans tous les cas, il va essayer de freiner le plus tard possible et essayer de faire quelque chose de quasiment impossible. Donc oui, je m'y attendais. Après, c'est pour ça que j'ai freiné aussi super tard, que j'étais déjà à moitié pas sûr de moi tourner. Il a freiné plus tard que moi, donc il y avait peu de chances qu'on tourne tous les deux. Donc, et en plus, T'as senti le choc contact à l'entrée du virage, et c'est ça en Ouais. fait qui, moi, me fait aller en partie tout droit. Et en Oui. fait, il m'emmène avec moi. Et après, en plus, lui, il essaye, je pense, d'être gaz. Ou on essaye de passer tous les deux un peu à l'arrache dans l'herbe. Et en plus, après qu'on est dans l'herbe, on est un peu en perdition. Il me touche et bon, je m'en sors bien, pas de tête à queue, tout bien. Je recoupe dans l'herbe plus loin. Et lui, malheureusement, il fait un tête à queue à ce moment-là. Mais ouais, après, on savait tous les deux que c'était plus ou moins all-in. Ces derniers virages, c'était bon, ça passe ou ça casse. Et à ce moment-là, tu n'as pas de toute façon 10 minutes pour réfléchir. Hein. T'y vas et puis c'est tout. Quoi. Tu l'as senti un peu Pour Porsche, ça s'est bien terminé. le contact a été violent ou c'était soft le dernier bus? Premier contact, ça a été soft, mais ça m'a juste déséquilibré assez pour, entre guillemets, couper la chicane et me retrouver à aller tout droit, sachant que j'étais déjà tellement limite. Ça a été le petit truc de trop qui a fait que je commençais à aller tout droit. Et après, en fait, j'ai plus freiné que lui. Et en fait, il est arrivé du coup avec la vitesse, c'est ça qui me tape dans la porte et qu'il part en tête à queue et que là, je pars vraiment en travers. Là, c'était un peu chaud. Mais du coup, en fait, je commence à partir en travers, mais il y a tout de suite le bitume. Et en fait, c'est ce qui me remet droit à partir du moment où je vais sur la piste. Mais j'ai plus le temps de tourner pour finir le bus stop. Je suis obligé De couper. de couper tout droit dans l'herbe et de reprendre le banking plus loin. Et du coup, je regarde dans les rétros, je vois personne, je voyais pas de Ferrari non plus, je vois plus de KCMG. Je dis bon bah, ok, gaz à fond. J'étais gaz à fond. Je savais pas que c'était le dernier tour. J'arrive à la ligne, je vois le drapeau à Damien. Je fais bon bah, ok, c'est bon. fini. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon, c'est gagné quoi. Mais ouais, c'était Et chaud. Mathieu, tu peux nous dire c'était à quelle heure? Je sais pas. Est-ce que tu l'as là maintenant à l'heure?
si vous voulez la voir, j'ai la montre. J'ai la montre. Ah, veut bien. Elle n'est pas à l'heure de Daytona, mais j'ai la montre. Je peux vous la montrer avec moi. Donc voilà, la montre avec la gravure des 24 heures. Voilà, voilà. Excellent. Bon, Mathieu, on prend les questions du public? Ouais, bien sûr. Allez, On a un petit peu de temps. c'est parti. Alors, on va commencer. Alors, Alan Gérard et Fred Houssard. Mathieu, prochaine victoire à Sebring, point d'interrogation. C'est l'objectif, hein. De toute façon, quand on va sur la grille, c'est pour gagner, hein, que ce soit Sebring ou pas. Quand tu vas pour un week-end, c'est pour gagner. Après, la compétition encore, je pense qu'ils annoncent un très beau plateau en GTD, GTD Pro. GTD Pro, ouais, il y aura encore un très gros niveau. Donc, je pense que ça va être un peu comme Daytona. Il faudra rester en dehors des embûches, essayer d'être en dehors des embûches. Et à 4-5 heures de la fin, la course va vraiment commencer, un peu comme à Daytona. Nous, en tout cas, on l'a pris comme ça, 4-5 heures de la fin. C'est là où on commence à voir un peu ce qui se passe et à vraiment réfléchir à la stratégie, l'essence, accélérer le rythme. Et à partir de là, voilà, avoir la position en piste, c'est aussi très important. Et voilà, penser aux dernières heures. Et à partir de, voilà, de 2-3 heures de la fin, faut vraiment bien se placer pour être sûr que dans la dernière heure et demie, tu sois déjà devant. Si à ce moment-là, tu es encore derrière, tu vas remonter, c'est compliqué. Sois déjà devant, rester devant et bien penser à la stratégie. Et après les restarts et tout, je pense que ça va être encore une fois. De toute façon, c'est Sebring, dès qu'il commence à faire nuit, c'est là que le fun commence. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois chaque année. C'est là que pour moi, la course, elle commence quand il commence à faire nuit. Je trouve que c'est là que ça devient intéressant et c'est là que vraiment la course réellement démarre et c'est là que les pilotes commencent à prendre beaucoup de risques et que la course commence à se décider, quoi. Magali Fouquet, y a-t-il une rencontre qui l'a marqué ou qu'il a appréciée, que ce soit dans le paddock ou à l'extérieur? Euh, je suis pas quelqu'un on va dire, de très attaché, on va dire ça comme ça. Allez, Juan Pablo Montoya. Ouais, mais honnêtement, même pas, non. Honnêtement, même pas, mais je dirais un pilote qui m'a beaucoup aidé et qui m'aide toujours et c'est rare pour un pilote, c'est Patrick Pilet qui m'a beaucoup aidé, qui m'aide toujours et avec qui je suis en excellent terme et ouais, qui est comme un grand frère ou un grand conseil, etc. Donc, sur les dernières années, en tout cas, l'épisode avec Porsche, etc., au-delà de, au-delà de mes parents qui ont toujours soutenu et qui ont toujours tout fait depuis le plus jeune âge, sur les dernières années, ouais, avec Patrick, on a vraiment noué une vraie amitié et tout, donc c'est une belle rencontre. Toujours Magali Fouquet, Arnage ou Rédillon? Ouais, Rédion. Rédillon. Rédion, c'est mieux, c'est plus fun. Hein. Frédéric Houssard, pourquoi FAF plutôt que KCMG ou WazerTech? Ben, Faf, c'est les seuls qui font la saison complète en GTD Pro. La Wizardtech, je suis pas sûr qu'ils font la saison en GTD Pro. Peut-être qu'ils vont switcher en GTD après Sebring ou pour Sebring. Et encore une fois, voilà, c'est pas moi qui décide. Moi, ce que je voulais, c'était absolument faire GTD Pro. Donc, la seule équipe qui était vraiment décidée, qui offrait l'opportunité de rouler là-dedans, c'était le FAF. Donc, ils étaient aussi contents de m'avoir. J'étais content d'aller chez eux. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Roman Didier, alors ses débuts en historique à Dubaï? Bah, c'était top, hein, c'était cool. Hein. Honnêtement, comme je l'ai dit, bon, le week-end, c'est voilà, c'est un week-end détente, c'est les vacances à Dubaï. On roule des voitures mythiques, historiques. Moi, c'était une première avec une voiture historique. J'ai découvert la boîte en H, talon pointe et tout. Enfin, j'ai commencé à rouler en sport auto. C'était déjà un pied gauche, pas être au volant. Donc j'ai découvert pas mal de choses et j'ai roulé en plus dans une voiture quand même cool avec la Courage C28 dont Pescarolo avait roulé dessus. Non, ouais, c'était vraiment top quoi. La découverte des voitures historiques vraiment, vraiment exceptionnelle et au final, quand tu vois ça, c'est presque dommage quand tu vois un peu le sport auto d'aujourd'hui sur certains trucs. Tu te dis, ah, il y a quand même deux, trois choses qui manquent. Il y a beaucoup de choses qui sont mises aujourd'hui, mais il y a quand même deux, trois choses
qu'on a perdu un peu avec le temps. Et des fois, tu dis, ah, c'est nostalgique. Et Fred Doussard, est-ce qu'on te verra au Le Mans historique? Ou Le Mans classique, pardon. C'est pas prévu, c'est pas prévu. J'ai failli y être il y a quelques années avec Porsche. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Là, c'est pas prévu, mais si quelqu'un a le plaisir et a envie de m'inviter, c'est avec grand plaisir que je viendrai au moins voir. Et après, s'il y a l'occasion de rouler, alors là, c'est encore mieux. Gérard Frangy, Mathieu, te souviens-tu de ton premier kart de temps? Et aussi, quels souvenirs gardes-tu de tes premiers stages des karts de loc? Ah, bah, là, on a quelqu'un qui a vu les tout premiers tours de karting de ma vie. Donc à Talange, quand je parlais plus tôt dans la soirée, le karting indoor à côté de chez moi, ben, Gérard était une des personnes et la personne qui me faisait rouler. Donc je me souviens très bien de mon premier kart de temps. Bien sûr, je ne l'ai plus, mais je vais peut-être le récupérer bientôt, d'ailleurs. Mon tout premier karting, qui était un MG kart d'occasion. Et ouais, le premier tour de roue, bien sûr, je m'en souviens, au karting, avec un moniteur. Je devais suivre un moniteur sur cette piste de kart de location qui roulait devant moi. J'étais tout seul sur la piste et voir si ça me plaisait et si j'étais capable de rouler ou pas. Et ça s'est tout de suite bien placé. Et c'est là que je suis tombé amoureux. Et je savais que c'était ça que je voulais faire. Eh oui. Alors, Alan Gérard, il anticipe le salopard sur ma question. Un équipage Jaminet, Estre, les Docars et l'MDH. Rêve ou réalité dans un futur proche? Faut demander ça à mon boss, hein. C'est moi la réponse, je l'ai pas. J'espère, hein, honnêtement. Aujourd'hui, ben voilà, le MDH, qui n'a pas envie d'y être? Le pilote qui dit qu'il n'a pas envie d'y être, C'est un menteur. ouais, je pense que c'est un menteur, ouais. Je pense que c'est un menteur. Donc, comme tout le monde, j'ai envie d'y être. En plus, Porsche, ben voilà, c'est Porsche et Penske. Je pense que c'est difficile de faire mieux. Après, on verra si le temps nous dira s'ils ont été victorieux et si le programme va fonctionner. Mais sur le papier, sur la grille, même par rapport aux autres marques, c'est entre guillemets la grosse, c'est l'artillerie lourde, quoi. Avec les deux associations, voilà, ça n'a rien à envier à Ferrari ou d'autres, hein. Donc, bien sûr, j'ai envie d'y être. C'est clairement un objectif. Après, c'est pas moi qui décide. Disons que tu es sur les rails, quoi. Bah, j'espère. En tout cas, je fais tout pour. J'essaye de donner Bien le sûr. maximum depuis que je suis chez Porsche et de, année après année, faire mes preuves. Et Porsche aussi me le rend avec la confiance, vu que je me retrouve chaque année dans des meilleures voitures ou des meilleurs équipages. Les années passent, je prends aussi de l'expérience. Et là, j'arrive à un âge où je pense où ça pourrait être sympa de faire ce proto et de faire le LMDH. Après, il y a beaucoup de pilotes, il y a très peu de place. T'as eu le retour de Fred Mako sur les premiers tours du proto? Je ne vais pas demander. Tu lui as pas demandé? Je lui ai pas demandé. Je pense que beaucoup de pilotes ont dû lui demander, je suppose. Mais honnêtement, ouais, je lui ai pas demandé. Ben, je lui demanderai quand je le vois. Ça, c'est sûr. On s'entend bien avec Fred et on discute toujours pas mal et tout. Mais ouais, non, je lui ai pas envoyé de message. Je l'ai pas appelé pour lui demander. Mais ouais, la voiture a l'air de rouler pas mal. En tout cas, sur les vidéos, j'ai vu les vidéos comme tout le monde. J'avais jamais vu la voiture et tout. Donc, j'ai découvert aussi via la presse et les réseaux sociaux. Mais ouais, j'aimerais pouvoir y être, ça, c'est sûr. Après, bon, si vous avez des connexions avec mon boss et vous arrivez à me placer, pas de souci. Alors, ensuite, Magali, avec qui l'as-tu préféré partager le volant? Bonne question. Question. Ouais, je pense là où on a eu une belle année, où c'était sympa, l'équipage. Honnêtement, j'ai toujours eu des bonnes ententes avec tous mes coéquipiers. C'est un truc où j'ai de la chance peut-être avec les coéquipiers que j'ai, ou je sais pas, mais j'ai eu quand même quelques années où c'était sympa, mais avec Campbell et Pilet, c'était vraiment bien. 2020, on a bien rigolé. Quand tu étais chez GPX? C'était chez GPX, ouais. L'équipe aussi, vraiment cool et tout. Donc, belle année. Aussi l'année dernière, Patrick n'a pas pu faire avec nous, mais on a eu Earl Bamber. C'était aussi top. J'ai eu une année avec Romain Dumas et Sven Muller. C'était aussi cool. Avec Romain,
Ah, voilà, appelle papa, c'était sympa, quoi. C'était sympa avec Romain de voir autant voilà, de découvrir quelqu'un avec autant d'expérience et autant d'histoire et tout. Ouais, honnêtement, j'ai eu de la chance. J'ai toujours eu des coéquipiers sympas et je dirais, ouais, après 2020 avec Patrick et Matt, c'était top. Alors, Alan, Mathieu Jaminet doit-il porter une chemise à carreaux dès qu'il quitte la combinaison de pilote? Non, Ils font mais référence à la FAF, au bûcheron? ouais, 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 mais aussi peut-être ouais, quand je sors, j'aime bien mettre des chemises à carreaux. Généralement, pas en rapport avec Faf, mais souvent, ouais. Donc peut-être que sur Instagram ou avec ma copine ou quoi, ils ont peut-être pu voir des photos et je suis souvent en chemise à carreaux, mais juste que, ouais, je sais pas, j'aime bien ça. Et en plus, là maintenant, voiture à carreaux, donc j'ai une T'es bonne excuse. raccord. Ça, voilà, je suis raccord, j'ai une bonne excuse pour sortir comme ça. Ali Vélard, Monsieur Jaminet, seriez-vous partant pour un programme officiel Porsche WEC sur une GT3 à partir de 2024? Oh bah vu tes pilotes officiels, je pense que oui quand même. Ah bah oui, je vais pas dire non, hein, c'est un programme officiel. Ça. Ah, après sa question c'est où souhaitez-vous rester en IMSA? Donc est-ce que tu préférerais en 2024 IMSA ou WEC? J'ai eu la question en 2 ans. Bah, tout dépend si je suis champion IMSA d'ici là. Ah, C'est ça aussi qui fait un peu bouger de championnat, c'est que si demain j'ai la chance à la fin de l'année d'être champion IMSA ou 2023, si je fais toujours l'IMSA, j'en sais rien. Après oui, peut-être que j'aurai envie de faire autre chose et découvrir d'autres horizons, mais pour l'instant, à l'heure actuelle, dans mon esprit, j'ai vraiment envie de faire l'IMSA. J'ai voulu faire ça depuis plusieurs années. Enfin, ça se concrétise. Et voilà, je vois encore mon futur proche cette année et au moins l'année prochaine. J'aimerais au moins faire 2 ans. Même si cette année, je n'importe quoi, on gagne le titre. Même s'il faut remettre le titre en jeu ou quoi, j'aimerais ça n'a pas vraiment. été, tiens, vu que tu es, fan de l'IMSA, ça n'a pas été trop dur pendant le Covid avec les déplacements en avion et internes au pays? Et le plus compliqué, en fait, ce qui était compliqué, c'était l'Europe, hein. Les États-Unis, tout était fermé, les frontières, mais on avait une exemption en fait de sportifs et avec l'IMSA, ils nous donnaient un papier comme quoi on venait sur le territoire pour la course, on repartait. Après, la vie là-bas, eux, ils sont beaucoup plus relax qu'ici, donc ils vivent à peu près normalement. Il y a beaucoup moins de restrictions ou presque pas, et la vie sur place, c'est plutôt détente. C'est plutôt la vie d'avant, mais maintenant. C'est plus en Europe, les aéroports, il y avait peu de vols, il y avait quasiment plus de connexion, fallait toujours faire des tests. Faut toujours en faire maintenant, mais maintenant il faut en faire moins quand tu es vacciné, etc. Mais avant, ouais, c'était quand même, des fois c'était un peu compliqué, quoi. C'était un peu compliqué et des fois ils comprenaient pas aussi notre exemption. On a déjà eu à l'aéroport, donc tu restes bloqué, tu peux pas monter dans l'avion, il faut qu'ils vérifient, ils appellent les Américains, est-ce que c'est bon avec ton passeport et tout. Enfin, c'était un peu plus compliqué, mais au final, il n'y a jamais eu de problème pour voyager et ça a toujours bien été, quoi. Justement, Mathieu, IMSA, ADAC, GT World Challenge, ça fait beaucoup de déplacements. Comment il Ouais. fait pour récupérer ce Jaminet? Bah, avant, je faisais que des piges en IMSA, mais l'année dernière, j'ai vraiment une année chargée avec les 3 championnats. Bah, j'ai la chance de ne pas avoir besoin de beaucoup de sommeil pour être opérationnel. Même si le matin, j'ai beaucoup de mal. Je suis pas quelqu'un du matin. Je me mets en route plus vers midi. Même si je suis réveillé depuis un moment, je suis encore le matin quand j'arrive au circuit à 8 heures. De toute façon, les gens, ils me connaissent. Les gens qui me connaissent et qui me voient souvent, les coéquipiers, tout le monde rigole parce que j'arrive au matin. Je crois qu'à 8 heures, je crois que je me suis pas couché, quoi. Pourtant, j'ai dormi, je me suis couché à 11 heures, j'ai dormi 8 heures, mais j'arrive, c'est comme si j'avais pas dormi, que je sortais de boîte de nuit et que j'avais fait la fête toute la nuit. Le matin, j'ai vraiment beaucoup de mal, mais après, une fois que je me mets en route et tout, j'ai besoin de peu de sommeil. Et après, voilà, dans les avions, il faut essayer de se reposer, essayer de se recaler rapidement dans l'horaire, essayer de dormir au bon moment quand tu fais les voyages. Euh, et c'est sûr que quand tu enchaînes les week-ends, ben voilà, quand tu rentres le dimanche soir chez toi le lundi, ben, tu essaies jusqu'au mercredi d'être plutôt détente. Tu vas passer du temps à la maison et c'est sûr que bah, tu sors pas trop et tu fais ça calme, tu vas plutôt tôt au lit et tu essaies de te préparer déjà pour le week-end qui arrive, quoi, hein. Eh, T'as pas trop le choix. oui. Enzo Blin, un de mes amis était dans la classe de Mathieu. Il m'a dit que son anglais était perfectible. Est-ce qu'il s'est amélioré? Je crois. Tu crois? Je ne dis pas que je parle
très bien, très très bien anglais, mais non, ça va quand même plutôt pas mal. Pour un Français, en tout cas, nous les Français, on part quand même de loin. On n'a pas trop de chance là, dans la vie. Avec ça, on n'a pas de chance. On n'a pas une bonne réputation non plus, mais non, non, ça va. Ça, il n'y a pas trop de soucis. Et maintenant, avoir travaillé aux États-Unis et tout, ça va être quand même pas mal. Et bon, je suis avec un Australien, alors lui qui est un Anglais, un Australien qui vient de la campagne, donc De l'outback, c'est ça? il a un accent et des expressions, il n'y a pas beaucoup de monde qui le comprend. Donc maintenant, après 2 ans et demi, je le comprends bien. Donc ça m'aide aussi à parler, à avoir des expressions et à développer mon langage. Donc non, ça va, on se débrouille. Tu as parlé de Romain Dumas, Fred Doussard rebondit sur ça. Mathieu, une carrière Porsche à l'image de Romain Dumas. Point d'interrogation. Bah, je réponds, je signe où? Tu sais, nous. Maintenant, il me dit où signer, c'est bon, je fais signature maintenant, il n'y a pas de souci. Ok, non, on a pas mal de questions qu'on a passées. L'huile Motul, Roman Didier, l'huile Motul, t'as quelque chose à nous parler sur l'huile Motul? Non? Pas grand-chose, non? Non, pas grand-chose. Bah, c'est sponsor de chez Faf, gros sponsor qui nous aide beaucoup, mais à part ça, je sais pas. Alors Mathieu, les 3 dernières. Quel serait ton line-up pour une course de 24 heures? Tu prends qui pour faire les 24 heures? Alors, tu peux mixer jeune, vieux. Pilote, N'importe. Tu te dis, voilà, je suis pas même trop décollé. historique, même, Même je veux dire, historique? Ah oui, oui, même historique. aujourd'hui plus en activité ou pour certains malheureusement Comme tu le décédés. sens. Prendre qui je Trois veux. pilotes, trois pilotes que tu veux. Ça peut être du X, du Pescarolo, du Jaminet. Je vais prendre, mais je l'avais dit dans une interview, je vais prendre Stéphane Bellof. Ouais. J'aurais vraiment voulu voir ce pilote rouler. Je pense qu'il faisait des trucs un peu extraordinaires et Sur la malheureusement, c'est 962. dommage ce qui lui est arrivé. Et je pense qu'il était vraiment, vraiment très rapide et exceptionnel. Et après, bah, il faut être trois quand même. Un troisième, je prendrais. Honnêtement, je sais pas. Le troisième, est-ce que je prendrais aussi quelqu'un? Je vais prendre quelqu'un d'historique aussi. Je vais prendre. Un Alsacien? Non, je vais prendre. Est-ce que je vais prendre un Français? Non, je vais pas. Je vais pas prendre un Français. Je vais prendre. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas qui prendre. Là, c'est une bonne question. C'est vraiment une bonne question. Euh... Qu'est-ce qu'il pourrait être. Oh, bah en Cador, il y a du Bob Welec, il y a du. Le problème, c'est qu'il y en a trop. Eh oui, Il faut choisir. Donc, je dirais Beloff et je dirais. tu peux prendre un plus récent, hein. Non, je vais prendre bon, quelqu'un, un mythe. Je vais prendre un mythe, juste pour voir le mythe, j'aurais pris Ayrton Senna. Avec D'accord. Beloff et Senna, Ah, je pense, tu prends un client en endurance et la référence en F1. voilà. Et du coup, on lui aurait fait découvrir l'endurance. Voilà. Je pense que Alors, c'est pas mal, quoi. ouais. Mathieu, ton virage préféré de tous les circuits que tu as fait, tu retiens lequel? Où tu as pris le plus de plaisir? Virage préféré. Honnêtement, j'aime beaucoup Flugplatz au Nürburgring. Là où malheureusement la Nissan s'était envolée il y a quelques années. Peut-être ça parle à beaucoup de monde. La Nissan GTR GT3, ouais, double droite au Nürburgring qui est en aveugle et quasiment à fond avec les GT3 d'aujourd'hui. Donc un de mes virages, ouais, je pense que c'est un de mes virages préférés. Réellement, c'est un de mes virages préférés. Ta petite précision d'Enzo Blin, ça va, Senna aussi a roulé dans la 956 comme Beloff. Et il y a Gabi Spengler, Moncler, qui nous dit pourquoi tu me prends pas moi? Désolé, je suis pas sûr qu'on gagnera. Je suis pas sûr qu'on gagnera la course. Tout à l'heure, on a parlé, tu étais pilote nocturne ou diurne. Si on te demande de faire entre nuit et jour, tu prends quoi? Oui. Nuit? Ouais. Ouais. Allez, dernière question, Mathieu. Ah, moi, je suis de la Lorraine aussi, on est de l'Est. On a l'habitude de rouler sur les pistes humides, mouillées. Tu préfères la pluie ou le sec?
en termes d'adhérence? Tu te prends plus ton plaisir sur une piste mouillée Là ou où je préfère les conditions, c'est quand c'est gras mouillé. gras mouillé? Gras mouillé, c'est ça, j'aime beaucoup. Gras mouillé, si on est en slick sur le séchant, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est la condition peut-être que je préfère le plus. En slick, on part un peu mouillé et on finit sur le séchant. Ce changement d'adhérence, adapter les trajectoires, tour après tour, chercher le grip, etc., c'est mes conditions préférées. Conditions D'accord. préférées. Bon, Mathieu, on a fini ce live. On pourrait continuer, mais on a aussi nos obligations. On a une coutume, c'est toi qui vas clôturer le live. En tout cas, je te remercie vraiment sincèrement du fond du cœur d'avoir accepté ce petit jeu de live avec nous. Et je te laisse conclure l'émission, Mathieu. Je vous remercie déjà à vous pour l'invitation, pour le live. Merci à tous pour les questions. Ça a été un plaisir de répondre. Et puis, voilà, n'hésitez pas hein, pour une prochaine, si vous voulez. Si on se reparle après, si on a la chance d'avoir gagné Nürburgring, Spa ou Le Mans, c'est avec plaisir que je reviens. Et puis voilà, quoi. Merci encore pour la soirée. Je vous dis à bientôt à tout le monde.